Bon, est-ce que vous avez 8 heures devant vous? C'est un des meilleurs jeux du monde, voilà. Si vous avez aimé Clair Obscur, jouez à ça. Pause. Lui, c'est Guillaume Broche, le génie derrière Clair Obscur Expédition 33. Il passe dans notre jeu vidéo club après avoir gagné plus de 60 prix pour son jeu, dont 9 Game Awards, dont le GOTY 2025. Thank you and for those who come after. Un jeu aussi récompensé ne vient jamais sans son lot de références, d'idées ou de clins d'œil. Un des meilleurs gameplays de jeux de combat de tous les temps. Des jeux rétro au dernier AAA, on a assisté à un cours de Monsieur Broche. C'est pour moi une religion, hein, clairement. Bon allez, asseyez-vous et bon visionnage. Ça fait 2 heures déjà la conduite, hein. Je commence à peine là. Hein. Je vois ce qui arrive. Déjà, tu peux nous dire où est-ce qu'on est, ce que tu vois devant toi et commencer rapidement par les premières choses qui t'interpellent peut-être. Ouais, bah on est dans un super magasin de jeux vidéo avec beaucoup de rétro à Voltaire. Trop heureux d'être ici. C'est un kiff cette émission, je la regarde beaucoup donc je suis juste trop content de pouvoir parler de jeux vidéo. Je pense que je peux commencer juste là. Vas-y. On va faire tout le tour. Hein. Ça c'est pour moi, en gros je suis pas très Nintendo, j'ai pas grandi avec une Nintendo 64, j'avais juste une Game Boy. Et globalement sur Game Boy on jouait mais qu'à Pokémon. Pas des souvenirs dans les cours de récré, essayer de comprendre comment capturer tel ou tel Pokémon avec Mew, le fameux camion, il va utiliser CS Force mais en fait ça marchait pas du tout. Plein de théories un peu fumeuses sur comment faire. Tu choisissais qui du coup toi au début? Carapuce, et qui est en fait avec la maturité et l'âge, on sait tous que c'est le meilleur maintenant. Mais à l'époque, on pensait que c'était Dracofeu parce que c'était un dragon, quoi. En gros, moi, j'ai arrêté Pokémon à Ruby et Saphir. Or, évidemment, j'avais saigné dans tous les sens aussi. Mais non, exceptionnel. Le film aussi exceptionnel. C'était surtout après le film, tout le monde voulait Mew encore plus, quoi. Donnez-nous Mew. Donc Pokémon, ouais, très bon jeu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, Zelda en bas. Ouais, Zelda, mais encore une fois, moi, Zelda, je l'avais sur Game Boy Color. Et finalement, Zelda, j'ai joué quand j'étais tout petit sur Game Boy. Et le seul autre Zelda auquel j'ai joué, c'est Breath of the Wild. Dans l'équipe, on a beaucoup de gens très très fans de Zelda. Moi, c'était pas trop. Moi, j'étais plutôt PlayStation. Mais le Breath of the Wild, quand même, il t'a marqué, j'imagine? Ouais, mais ça bah, de base, moi, j'aime pas trop les open world. Okay. C'est littéralement le premier open world que j'ai aimé. Quand je suis allé dedans, c'était avec beaucoup de mauvaise volonté. Je sais très bien que j'aime pas ça, mais bon, je vais me forcer parce que tout le monde dit que c'est bien. En fait, c'est vraiment exceptionnel. À mon sens, c'est le premier open world qui délivrait sur la promesse de l'open world. De juste pas avoir de minimap, juste en fait, t'as une grande map, mais t'as vraiment un sentiment d'exploration, de tu vois quelque chose, t'as envie d'y aller. En fait, il se passe 10 000 choses sur le chemin et tu dévies. En fait, tu vas jamais où tu veux parce que t'arrêtes pas d'être pris par des trucs. Et niveau level design, une masterclass, mais absolue, quoi, en fait. Bah moi j'aime beaucoup les histoires de base dans les jeux et dans les open world, l'histoire elle est quand même souvent un peu au second plan. Il y a un peu ce truc de tu suis ton histoire mais au final t'as tellement de trucs à gauche à droite que tu perds le fil et je perds un peu l'intérêt de l'histoire. Et niveau gameplay aussi je trouve que du fait que ce soit un open world, généralement les gameplays sont moins précis. Que les jeux qui vont être plus narratifs. Typiquement, il y a beaucoup de jeux d'action, des open world, mais comparé à Devil May Cry que j'adore, Devil May Cry c'est 10 000 fois plus précis, et si je veux du combat, en fait, je préfère jouer à Devil May Cry, si je préfère de l'histoire, je préfère jouer en Final Fantasy. Les open world, je trouve que à mon sens, avant Breath of the Wild, je trouve que c'était un peu, il y avait un sentiment d'exploration qui justifiait pas le fait d'abandonner un peu le gameplay ou l'histoire, je trouve. Game Boy Advance, est-ce qu'il y a des choses ici? Oh oui! Castlevania Aria of Sorrow, la trilogie qu'il y avait sur Game Boy, il y en avait 3. Et exceptionnel, ce qui m'a fait tomber amoureux des Metroidvania. Tout Castlevania, en fait, j'aimais trop l'esthétique gothique, avec un mode boss rush, sur lequel j'ai passé littéralement des centaines d'heures en tant qu'enfant. J'étais déjà un peu compétitif dans les jeux solo, ce qui n'a aucun sens, alors que je partage avec personne, en plus, c'était littéralement qu'avec moi. Mais c'était vraiment exceptionnel. Et niveau DA, avec la jaquette, elle est tellement belle. Je pense que inconsciemment, Castlevania, c'est une série qui m'a beaucoup inspiré sur un peu toute ma vie sur niveau DA. J'aime trop les ambiances gothiques, de vampires avec la nuit, tout ça, et voilà, c'est mon king. J'ai pas joué sur Sega Saturn, mais King of Fighters, un des classiques du jeu de combat. Je suis très jeu de combat. C'est vrai? Beaucoup joué. Ouais. Et sachant que je suis un peu d'une école annexe, parce que le jeu auquel j'ai le plus joué c'était BlazBlue. BlazBlue, le premier, il avait du online. C'est la première fois que je pouvais jouer en ligne contre d'autres joueurs qui n'étaient pas mes frères, parce que mes frères, je les aime beaucoup, mais ils étaient quand même beaucoup moins forts. Du coup, j'avais besoin de plus de challenge. Ouais, BlazBlue, j'ai mis des milliers et des milliers d'heures. J'allais faire des tournois sur Paris, j'étais chaud. Je jouais Bang d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Voilà. Okay. Le ninja trop stylé, qui était nul dans le premier BlazBlue, du coup, évidemment, il était en bas de la tier list, mais je l'aimais trop. Et dans le 2, Continuum Shift, il est passé top tier. Donc là, j'étais au sommet de ma gloire au niveau gaming. Et d'ailleurs, si vous pouvez mettre l'image de Bang, quand il fait son ulti, il se transforme en Bang doré, et il y a une musique juste pour lui qui se lance, et qui take over la musique de toute la battle. C'est exceptionnel. Journey. Mon histoire avec Journey, c'est que je m'ennuyais de ouf chez moi. Et le jeu était genre à 3 € sur le PlayStation Store et je le vois et je me dis bon, enfin c'est pas mon style de jeu. Moi je jouais qu'à des trucs un peu vénères jusque là et c'est le jeu qui m'a fait tomber amoureux avec les jeux contemplatifs. Je l'ai lancé, je me suis dit je vais me faire chier au bout de 5 minutes et en fait je l'ai fini mais dans la soirée, j'ai joué 3 heures. C'était
mais exceptionnel. Bah il est dur à vendre ce jeu parce que c'est juste un jeu où t'as un petit bonhomme rouge qui marche dans un désert et qui doit atteindre la montagne. Et tu te contentes de marcher, t'as quelques petites énigmes pas très dures. Mais c'est très très contemplatif, les musiques de Austin Wintory sont incroyables, je les écoute encore aujourd'hui, c'est vraiment, elles sont exceptionnelles. C'est très contemplatif et surtout, alors moi un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a du multi dedans. Et le multi il est un peu spécial parce qu'en fait tu choisis pas avec qui tu joues, t'invites pas tes amis ou quoi, c'est juste t'as des gens qui arrivent dans ta session, ou tu arrives dans la session des gens en gros, et tu vois quelqu'un qui est aussi un autre petit bonhomme rouge, et tu peux pas vraiment parler à part en appuyant sur B et il fait un petit cri. Et du coup en fait tu dois faire tout le jeu avec des énigmes et tout, avec potentiellement quelqu'un, en poussant des petits cris, en essayant de se faire comprendre. Et en fait moi au bout du deuxième level, il y a quelqu'un qui arrivait dans ma session, et je pense que le mec qui était comme moi il était là, mais ce jeu c'est trop bien. Et on a fait tout le jeu ensemble pendant genre 3h30 sans jamais se parler. Petit spoil, mais quand on arrive en haut, en gros il y a de la neige, et dans la neige tu peux dessiner des choses avec ton personnage en fait en marchant. Et à toute fin, avec cette personne que je ne sais pas qui c'est, je faisais des cœurs dans la neige, en mode on arrive à la fin de l'aventure, et c'est trop beau, et c'est un de mes meilleurs moments de gaming, je suis dit, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et après on finit, la musique est trop belle, et à la fin des crédits, t'as les remerciements spéciaux aux gens qui t'ont rejoint dans l'aventure. Et t'avais son nom, mais qui est resté genre 5 secondes à l'écran, je l'ai pas pris en photo, je suis deg. Mais du coup, il y a ce truc-là, en plus tu vois le nom de la personne avec qui t'as passé autant de temps, et en fait t'appuies juste sur B comme un con, juste pour essayer de dire à droite et à gauche, tout ça. Et c'est une aventure de ouf. Et enfin, Journey, si vous l'avez pas fait, ça prend 2-3 heures à faire. Ouais, c'est court. C'est court, c'est une soirée, enfin c'est un film quoi, et c'est très poétique. Ouais, c'est super poétique, c'est un jeu qui est classe quoi. Voilà, un des meilleurs jeux de tous les temps. Pour les gens qui n'ont pas joué à Lost Odyssey, c'est un RPG du coup de Hironobu Sakaguchi, donc le papa de Final Fantasy. Quand il a monté son studio Mistwalker et que c'était au début de la 360, il a sorti Lost Odyssey, qui s'est fait un peu chier dessus par la critique, et je leur en veux tout le temps. C'était vraiment un jeu exceptionnel, et c'était ce qu'on disait un petit peu au début sur les open world. Ouais. Ça c'est un jeu un peu à l'ancienne, qui est tellement très linéaire, il y avait des combats aléatoires en plus à la vieux Final Fantasy. Donc tout le monde a dit c'est quoi ce jeu d'un ancien temps, là on a des open world à côté. Du coup il s'est fait démonter, alors que le jeu est exceptionnel, l'histoire est trop bien, c'est le dernier jeu qui m'a fait pleurer. Bon le méchant est pas ouf, c'est son seul point noir pour moi. Mais globalement, je le recommande de ouf à tous les gens qui ont kiffé Final Fantasy. Ça fait partie des jeux qui m'ont vraiment marqué, mais juste pas parce que c'était fun, mais émotionnellement, où de temps en temps j'y repense, j'y réécoute les musiques aussi de Hironobu Sakaguchi, et je replonge dedans. Enfin, ça fait vraiment partie des choses fortes, émotionnelles de ma vie de gamer, quoi. Et en fait, aussi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que c'était le dernier turn-based un peu ambitieux avec des graphismes réalistes. Après, on a eu beaucoup de turn-based, il y en a encore beaucoup, hein, les Octopass, les Persona, même les Yakuza Sime, mais les turn-based avec des histoires dramatiques, ambitieuses, avec des graphismes réalistes, il y en a plus depuis Lost Odyssey, c'était le dernier, et du coup, c'est encore plus fort dans mon cœur, parce que c'était Clair Obscur, pour moi, c'est un peu la relève de ça, quelque part, parce que c'était mon genre de jeu préféré, et plus personne le faisait, du coup, je me suis dit, let's go, je refais. Let's go, hein, on va le faire. C'est un des meilleurs jeux du monde, voilà. Si vous avez aimé Clair Obscur, jouez à ça. Rien à voir avec Clair Obscur, et ça va peut-être surprendre, mais Gears of War, j'ai des super souvenirs dessus. Parce qu'avec mon meilleur pote, c'était un de nos gros jeux, quand on n'avait pas beaucoup de jeux sur 360 au début, on avait Gears of War 1, mais on a passé des nuits et des nuits, on jouait en mode hardcore, et c'était ultra dur. Et là, on enchaînait les niveaux, on se faisait défoncer, mais je pense qu'on est... Enfin, ça se trouve peut-être dans Clair Obscur, mais j'aime bien le Die and Retry, où juste des trucs absurdement difficiles, mais quand tu le passes... Une satisfaction qui est inégalable, quoi. Voilà, c'est de la jouissance pure. Et ouais, avec mon pote, vraiment, on passait des nuits jusqu'à 8h du matin, les yeux comme ça, sur le boss de fin qui était un hardcore, qui était impossible, on se faisait démonter, et c'est trop bien. Ça, c'est le genre de jeu, tout seul, j'y aurais jamais joué, mais en fait, avec un pote, c'est ultra marrant, tu lui déchires un truc à la tronçonneuse, et bon, c'est débile, émotionnellement, ça me procure pas, ça va pas refaire, moi, toute ma mentalité et ma vie, mais c'est gaulerie, donc voilà. Il faut des petits plaisirs coupables aussi. Resident Evil 4, un classique absolu, mais ça, un des jeux, je pense, les plus marquants, où la scène du début dans le village, où on se fait poursuivre par tout le village, je l'ai faite 800 fois. Je crois que j'ai jamais fini le jeu d'ailleurs. En fait, je m'amusais plus à refaire cette scène en boucle et à trouver des espèces de glitch, des trucs de comment faire cette scène, parce que j'aimais trop. C'est le premier Resident Evil auquel t'as joué? Le 4? Alors non, on jouait au 1 chez mon oncle. Okay. Qui avait la PS1, et on était terrifiés parce que j'avais genre 1 an, je sais pas quel âge j'avais, genre super jeune. Enfin, le zombie qui se retourne au début, on était tous les chocottes comme ça avec mes frères, mais mon oncle, en gros, ma mère regardait pas ce qu'on faisait, et mon oncle, il disait, regardez les zombies et tout ça. Et on était terrifiés, mais c'était des trop bons souvenirs, c'est trop cool. Et après, non, moi je suis pas très jeu d'horreur, ça me fait peur. Et vraiment, Resident Evil 4, en gros, c'était plus de l'action que de l'horreur vraiment. Ouais. Ça faisait un peu peur, mais t'avais un gros shotgun dans la main, donc tu te sentais quand même en sécurité. Et oui, les Resident Evil, même maintenant, je trouve qu'ils sont
c'est plus juste de l'horreur. Même si en vrai, Resident Evil 1 avec du recul, tu vois le scénario, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est drôle, enfin c'est un peu nanar, mais c'est trop bien. D'ailleurs, quand je trouverai Devil May Cry, je raconterai l'histoire. De base, ça devait être Devil May Cry, mais c'était pas Devil May Cry. Mais voilà. Non, donc Devil May Cry, c'est de la balle. Devil May Cry, oui, Devil May Cry, c'est de la balle, mais Resident Evil 4 aussi. Oui. Bah, attends, je fais un stack. Ah oui. Voilà. Bon, est-ce que vous avez 8 heures devant vous? On va commencer par lui. Bon, il y a le carré blanc au milieu, mais Kingdom Hearts 2, je pense dans mon top 5 des meilleurs jeux de toute ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Kingdom Hearts, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fusion entre Final Fantasy et Disney. Donc dit comme ça, on dit what the fuck is that? Et force est de constater que Square Enix a réussi à faire un truc vraiment exceptionnel. T'as des personnages de Final Fantasy et des personnages de Disney qui se rencontrent, tu te balades dans les mondes de Disney et tout, et avec un gameplay, le 2 particulièrement, que je considère comme un des meilleurs action RPG jamais créés. Vraiment, mais vraiment, niveau gameplay, c'est exceptionnel. Il y a une profondeur, il y a du late game, dans les combos que tu peux faire, les fusions que tu peux acquérir, enfin il y a un truc où vraiment ce gameplay, je le recherche encore depuis Kingdom Hearts 2. Alors, je trouve que Kingdom Hearts 3 est pas mal, mais il n'a pas réussi à recapturer vraiment tout ce qu'il faisait au niveau gameplay, qui était exceptionnel. Non, il y avait une profondeur, tu pouvais passer 150 heures dans le late game, en fait. Vraiment, si vous aimez les action RPG avec des systèmes un peu cool, jouez à ce jeu. God of War, exceptionnel. La première trilogie sur PS2 puis PS3. God of War, le directeur avait dit lui-même qu'il s'était inspiré de Devil May Cry pour faire ça. Et c'était vraiment un jeu de malade mental. Le premier combat sur le bateau contre l'hydre, qui faisait genre 14 km de haut. On voyait ça, on était comme ça, des mecs, des trucs de fou. Et quand il jouait sur PS2, genre techniquement, mais c'était ultra impressionnant. Quand il est sorti, c'était le plus beau jeu, mais genre de très loin de ce qui se faisait. T'avais des combats de boss qui te décrochaient la mâchoire. Le gameplay était vraiment réussi, pour le coup, vraiment nerveux. Et je suis exigeant sur les gameplays des jeux d'action, mais le reste, c'était vraiment super cool. Et non, le 1 et 2 exceptionnel, le 3 exceptionnel aussi. T'en avais un sur PSP aussi. Ok, je savais pas. Personne n'a joué. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, parce que je connais personne, mais qui était aussi super bien. Okay. Donc, après, c'est très différent du God of War, qui est devenu plus mainstream d'après, quand ils ont reboot, où c'est un gameplay qui est bien aussi, mais qui est quand même très différent. Là, on est plus proche d'un Devil May Cry, alors que le dernier, donc c'est plus resserré, c'est moins basé sur les combos et tout. Alors que là, on pouvait envoyer les ennemis en l'air, on les jugglait, t'avais 25 ennemis en même temps, enfin, c'était une sensation très différente. Mais jouez-y si vous avez aimé les autres Devil May Cry. Bon, l'histoire, un peu moins émotionnel, Kratos c'était un peu plus juste un énorme bourrin, mais bon, le reboot, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Pour nous, c'était un peu l'objectif à atteindre. C'était, si on arrive à faire ça niveau histoire et niveau storytelling, c'est le gold standard de l'industrie, quoi. Bon, ça, c'était pas le gold standard niveau histoire, mais niveau gameplay, réel, epicness, tout ça, c'était fabuleux. Est-ce que tu jouais à des jeux pendant que toi, tu faisais Clair Obscur? Ouais, oui, plein. Tu jouais à quoi? Je jouais beaucoup à Elden Ring, parce qu'il est sorti pendant qu'on était en prod. Ça a été un jeu qui m'a bouffé globalement 1 an de ma vie de gamer, hein. J'avais fait que ça. Je faisais des mods pour faire des boss rush, des randomizers. J'en voulais plus, du coup. D'ailleurs, il y a Elden Ring, Night Range, on l'a poussé aussi. Typiquement, roguelike tous les midis, tous les soirs, on était complètement accro. Moi, dans Elden Ring, ce que j'aime, c'est l'exploration, c'est de pas tout comprendre, c'est essayer d'assembler les pièces du puzzle ensemble. Enfin, moi, les Souls, je les ai tous poncés, mais c'est maladif. Pendant les Souls, c'est clairement encore autre chose que ce qu'on fait dans Clair Obscur, mais il y a quand même ce côté où il y a une histoire. Généralement, dans les Souls, tu finis le jeu la première fois, t'as rien compris, hein, tu es là, bon, bah, c'est cool, tu vois la scène de fin, tu es ok, cool. Même si j'adorais le jeu, j'ai rien compris. Et après, tu vas chercher, le lore est vraiment cool, mais t'as quand même ce sens. Mais en fait, tu sens que tout est écrit, tout est bien fait, tout est ultra cohérent. Même si tu le comprends pas, ça se ressent de fou en fait. Et moi, c'est ce que j'aime aussi que ce soit dans les films ou dans les jeux, c'est ce côté où il faut un peu faire marcher son cerveau pour comprendre vraiment tout ce qui se passe. Et dans Clair Obscur, il y a quand même une histoire, on a des cinématiques, globalement, tout le monde comprend à peu près ce qui se passe. Mais pour tout comprendre, je voulais vraiment que les gens se creusent la tête aussi et soient amenés à réfléchir et qu'il n'y ait pas toutes les réponses qui soient mises devant eux. Je vais t'offrir le repos. Bayonetta, un classique aussi. Du coup, du réalisateur de Devil May Cry 1, qui était Camilla, qui était un peu le successeur spirituel pour lui de ce qu'il a fait quand il est parti de Capcom et qu'il a arrêté Devil May Cry, qui est aussi exceptionnel. Niveau feeling, niveau action, combo, c'est un des meilleurs gameplays de jeux de combat de tous les temps, encore aujourd'hui. Donc si vous aimez Devil May Cry, Bayonetta, c'est un classique aussi. J'ai vu T'as vu un truc là qui le t'intéresse? meilleur jeu de tous les temps,
Encore, il y en a beaucoup. Hein. Ça fait partie des jeux auxquels j'ai le plus joué de toute ma vie, si ce n'est le jeu auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Alors, Ok. Guild Wars, qu'est-ce que c'était pour ceux qui ne connaissent pas? C'était un MMORPG. Bon, les vrais professionnels diraient un CORPG parce que c'est pas vraiment massivement multijoueur, parce qu'en fait, il y a que dans les villes que tu es avec tout le monde, mais tu fais ton groupe dans les villes. Ok. Et après, les missions, c'est en petits groupes de 4 à 8. Et ce jeu, mais qu'est-ce que c'était bien. Et surtout, il n'y avait pas d'abonnement. Donc en fait, qui était sur Guild Wars à l'époque, qui est sorti à peu près en même temps que World of Warcraft, c'était tous les gens dont les parents voulaient pas payer l'abonnement Ok. World of Warcraft, typiquement mes parents. Du coup, ils avaient acheté Guild Wars parce qu'il n'y avait pas d'abonnement. Donc c'est tous les recrues de World of Warcraft. Et au final, c'était exceptionnel, c'était trop bien. Il y a un système de build où en fait chaque classe avait des centaines et des centaines de compétences. Plus tu pouvais avoir 2 classes. Vous avez des combinaisons infinies et tu avais des builds complètement débiles. En fait, ils sortaient vraiment des sentiers battus de ce qu'on trouvait dans les autres MMO. Il y a vraiment ce truc de... T'es dans une ville, t'avais pas de recherche automatique de groupe, donc c'est juste t'allais dans la ville et tu criais sur le chat vocal qui veut faire cette quête avec moi, qui veut faire cette quête avec moi, et t'avais vraiment cette sensation de créer ton petit groupe d'aventuriers, d'y aller. Parfois ça se passait bien, parfois c'était un désastre, parfois t'avais un mec qui déconnectait au milieu, et oui, quand tu déconnectais tu pouvais pas te reconnecter à la mission, et généralement c'était foutu, donc vu qu'à l'époque l'internet c'était un peu... coup ça, t'avais plein de souvenirs traumatisants là-dessus où t'arrives au dernier boss après 1h30 de mission. Et si tu perdais la mission, tu redémarrais au début. Hein. T'as un mec qui découvre le boss, t'es là, non. Si vous aimez les aventures entre copains, je pense que maintenant c'est mieux parce qu'il y a plus grand monde de trouver des potes avec qui jouer. C'est vraiment, c'est exceptionnel, il y a trop de bons souvenirs. Est-ce que vous avez 8h30 devant vous pour que je vous parle du sacro-saint Devil May Cry? C'est pour moi une religion, hein. Clairement, c'est une des meilleures séries de tous les temps, commencé par Kamiya et fini par Itsuno sur le 2, 3, 4, 5. Le meilleur gameplay de jeu d'action, point. Voilà, je peux débattre avec quiconque de ce fait. Pour une raison simple, déjà, c'est que, déjà c'est trop bien, il y a du air cancel. Qu'est-ce que c'est le air cancel? C'est que quand on donne un coup en l'air, on peut appuyer sur le bouton saut si on est suffisamment près d'un ennemi pour reset les combos qu'on peut faire en l'air. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 coups en l'air normalement, et si on fait par exemple 3 coups et qu'on appuie sur A pour sauter en face de l'ennemi, le perso va faire un mini jump, et si on réattaque direct, en fait on peut refaire 3 coups. Ça paraît con, mais en fait c'est une mécanique qui est un peu héritée des jeux de combat, c'est le cancel, et là avec le air cancel en fait on peut faire des combos mais de fou furieux, et c'est pour ça qu'il y a des vidéos sur YouTube de gens qui font des combos mais de malades mentaux, parce qu'en fait ça ouvre les portes de la créativité, mais qui sont en fait infinies, de trucs que tu peux reset dans tous les sens, et c'est exceptionnel. Bon, il n'y avait pas le air cancel dans le 1, mais par contre le 1 niveau ambiance, je trouve que c'est toujours le meilleur, inégalé. Mais en fait, de base, Devil May Cry, ça devait être Resident Evil, pour la petite histoire. Vas-y, raconte-nous. Et ça devait être Resident Evil 4. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le projet, ils se sont rendus compte que ça n'avait plus rien à voir avec Resident Evil. Et du coup, ils ont rebrandé ça dans une nouvelle IP qui était Devil May Cry. Mais du coup, il y a pas mal de restes de jeux d'horreur, en fait. Alors, le jeu, il fait un peu peur, ce qui est contrebalancé par le fait que Dante est trop stylé et qu'il se fout de la gueule de tous les démons et tout ça, donc en fait tu joues, t'as pas peur parce que tu te sens surpuissant, mais l'ambiance est un peu horrifique, gothique. Ouais, niveau ambiance, ce jeu en fait c'était mon premier jeu PS2, il m'avait mis une claque dans la tronche, et je pense que depuis c'est peut-être le jeu qui m'a le plus influencé niveau goût et esthétique personnelle, avec Castlevania, parce que c'était très gothique, ce côté très sombre, mais en même temps, et c'est vrai que les japonais je trouve le font très bien, c'était très sombre mais en même temps léger. Il y avait cette espèce d'ironie dans le drama qui était ultra intéressant. Dante, il pétait la classe. Déjà, première ciné, il se fait envoyer une moto dessus, il la repousse en tirant dessus avec ses flingues. Je me dis, ok, bon, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Sword. Time to go to work, guys. Et Dante, enfin, personnage ultra inspirant, je trouve, mais enfin, qui a inspiré de toute façon globalement tout le monde du jeu vidéo, parce qu'il est arrivé, tout le monde s'est dit, ok, c'est le meilleur perso de tous les temps en fait. Bon, il était ultra cheesy dans le 1. C'est pas le jeu qui brille par son histoire. Par contre, la mise en scène est très cool. Mais clairement, l'histoire, bon. Pourtant, je suis le plus gros fan de tous les temps, et j'adore Vergil, j'adore Dante, j'adore Sparda. Ça a jamais été le truc qui brille dans Devil May Cry. En tout cas, dans le 1, bon, le 2, on n'en parle même pas. Mais dans le 3, 4 et 5, ils ont fait un plus gros effort là-dessus. Mais dans le 1, c'est une espèce... En fait, c'est assez comparable à Resident Evil au final. Où c'est un peu n'importe quoi. Il y a son love interest qui s'appelle Trish, qui en fait est sa mère. Enfin, c'est basé sur le corps de sa mère, donc... Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est bizarre. Il sort des phrases cheesy, il y a la très connue I should have been the one to fill your dark soul with light. il le crie en lâchant une larme, et tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est n'importe quoi. Et moi je trouve que ces jeux, c'est des jeux attachants. Tu vois leurs défauts, tu dis bah ouais, c'est nul mais je m'en fous en fait. Ça fait partie des défauts de la personne et c'est ce qui le rend... Tu cherches pas un jeu parfait quoi. Exactement. Tu cherches un jeu qui a Le jeu une- parfait c'est chiant de toute façon. Enfin les jeux qui essaient d'être parfaits et qui essaient de répondre à tous leurs défauts, généralement ça rend des trucs chiants, mais et c'est ma théorie, c'est que c'est comme les gens qui essaient d'être parfaits, bah ils sont chiants en fait parce qu'ils ont pas de personnalité, alors que les gens qui assument leur côté un peu chelou,
finalement c'est les gens intéressants quoi. Ce serait quoi pour toi du coup les défauts un peu de Clair Obscur, il y a des choses qui sont assumées et t'es ok avec ça et... Les mini-jeux par exemple, on savait en le faisant ça va être insupportable, les gens ils vont péter un câble, mais ça fait partie du délire, nous ça nous est marré, et c'est bon on est imparfait mais whatever, on le met. Le fait de pouvoir devenir absurdement fort à l'acte 3, on le savait, et en fait on était là, il y a des gens ils vont détruire tout en un coup et ils vont pas voir tout le contenu, mais on s'en fout en fait, juste c'est marrant. Nous c'est ce qui nous fait kiffer, et les imperfections c'est ce qui fait partie du charme. Mais en fait Clair Obscur il y a plein de décisions niveau design qui sont imparfaites de base. Nous ce qu'on nous disait beaucoup avant qu'on sorte le jeu, c'est vous faites un jeu qui mélange le côté exigeant d'un jeu d'action avec le dodge et le parry et le turn-based. Personne va aimer en fait, les joueurs de turn-based aiment le turn-based, et les joueurs d'action ils aiment le jeu d'action, nous on s'en fout, on pense que c'est cool, on y joue et c'est marrant, et on a réuni les deux et ça a marché. Mais de base il y a beaucoup de décisions de design qui, vues d'un point de vue extérieur et business, font aucun sens en fait. Tu penses que tu aurais pu faire Clair Obscur dans un gros studio de production de jeux vidéo? Non, pas n'importe laquelle en tout cas, peut-être au Japon. J'en sais rien. C'est pour ça que j'aime les jeux japonais, c'est des jeux qui ont des... il y en a aussi à l'ouest, mais je trouve moins assumés. C'est des jeux d'auteur, quoi. Des jeux où tu sens qu'il y a quelqu'un derrière qui a une vision ultra forte, qui sait ce qu'il veut. Et c'est pas parfait du coup, parce que les êtres humains sont pas parfaits. Mais on s'en fout en fait, c'est pas ça qui compte. Et c'est pour ça que moi je trouve le système de notation globale, de noter graphisme, gameplay, histoire, tout ça, ça a pas de sens pour moi. C'est comme noter quelqu'un sur ce qu'il s'habille bien, est-ce qu'il est assez gentil, est-ce qu'il est assez intelligent, et tout ça. En fait on s'en fout, tu vois, c'est le tout qui fait quelque chose. Bon, Devil May Cry 3, masterclass absolue. Après Devil May Cry 2, qui fut un naufrage industriel notable, où j'avais perdu foi, parce qu'en gros, Devil May Cry 2 il est sorti juste après Devil May Cry 1. Ma hot take, c'est que Devil May Cry 2, le design de Dante est le plus stylé de tous les Devil May Cry. Donc j'avais vu dans la chaîne, je me suis dit, wow, Devil May Cry 2 il est encore plus stylé, meilleur jeu du monde. Et en fait, on l'a reçu, c'était la douche froide. C'est un jeu qui a subi un développement très 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 compliqué, qui a dû être sauvé 6 mois avant la fin, qui de base devait même pas être un Devil May Cry en tant que jeu. Le sauvetage de la série avec le 3, qui est un des meilleurs. Globalement, de toute façon, le 1, 3, 4, 5, ils sont tous exceptionnels. Mais ils sont rattrapés de ouf là-dessus. Là, l'histoire devenait vraiment intéressante pour le coup. L'introduction, c'était pas vraiment l'introduction parce qu'il était dans le 1, mais de Virgile, qui était le frère de Dante, du coup, qui devenait jouable dans la Special Edition, qui puait autant la classe que Dante. Donc, de là, mais en fait, ils savent trop bien faire des persos où juste ils sont trop attachants, ils sont trop classe, ils sont trop stylés. Il était edgy, il avait un katana, c'est de la classe pure Devil May Cry. C'est juste les héros, ils sont là, ils sont trop stylés. C'est du charisme à toi, en veux-tu, en voilà. Mais c'est vraiment ça, et c'est de l'aura farming pur du début à la fin, ils sont tous les deux incroyables. Je pense que le 4 c'est celui auquel j'ai le plus joué, qui divise un peu plus dans les fans, parce que notamment ils avaient un peu rushé la production, du coup tu faisais le jeu une première fois dans un sens avec Nero, qui est un nouveau perso, puis avec Dante au retour. Mais sauf qu'en fait, moi ce qui me saoule, c'est que niveau gameplay, je le dis encore aujourd'hui, même si il y a le 5, c'était le meilleur Devil May Cry pour moi, c'était le plus technique, où il y avait plein de glitch, en fait, genre de bugs, qui faisaient que tu pouvais faire des combos qui n'existent pas dans les autres, où en fait, tu vois les vidéos de Devil May Cry 4, c'est Dragon Ball, les persos ils volent dans tous les sens comme ça, et c'est exceptionnellement stylé. Et le jeu qui m'a lancé dans le game, le 4, dans le game du YouTube, puisque je faisais des vidéos sur Devil May Cry 4, sur un compte auquel je n'ai plus accès. Mais non. Si. Et si vous voulez les retrouver, c'était le compte s'appelait Sparda, donc le fils de Dante, Sparda 777. Ok. Voilà, j'ai mes premières vidéos de Devil May Cry 4 où je faisais du Bloody Palace et des combos. Devil May Cry 5 exceptionnel aussi, qui m'a relancé ma carrière de youtubeur. Pareil, j'ai mis 3 vidéos en ligne. Combat contre Virgile, qui est peut-être le meilleur combat de boss de tous les temps pour moi, en tout cas celui que j'ai le plus refait. Vraiment, mais en fait, j'ai passé mes nuits entières à taper Virgile, à trouver des nouveaux trucs de comment contrer ses coups et tout. Un des meilleurs jeux de tous les temps. Jouer à Devil May Cry. Je pourrais en parler pendant 20 heures de suite de pourquoi Devil May Cry est exceptionnel, mais on a vu. Je vais le faire chez tout le monde. Il y a beaucoup de trucs techniques. Non, c'est vraiment trop bien. On en parle. Et lui, il est un peu différent, donc c'est pas exactement Final Fantasy, puisque c'est le 14. Peut-être, dans le top 3 des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie aussi. Là, Square Enix, je trouve qu'ils ont fait le meilleur truc, mais genre de l'histoire du jeu vidéo niveau relancement de jeu. En gros, ils avaient sorti une première version, c'était un désastre. Tout le monde y jouait, c'était nul. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au bout d'un an, ils ont sorti une cinématique dans le jeu de fin du monde. Une cinématique de genre de 8 minutes avec Bahamut qui arrive, qui explose le monde. Ils étaient là, ok, trop stylé. Personne n'avait joué au jeu, mais tout le monde avait vu cette cinématique comme de qu'est-ce qui se passe chez Square Enix. Et en fait, ils l'ont relancé un an plus tard. Ils ont tout retravaillé, ils ont relancé le jeu, et là, il était vraiment exceptionnel. Qui cartonne encore aujourd'hui. Et c'est là que je dis que les Japonais, peut-être qu'ils prennent plus de risques créatifs de se dire notre jeu il marche pas, c'est un beat total alors qu'on a dépensé des millions et des millions dedans. On va faire une cinématique, on va investir 20 millions, j'en sais pas combien elle a coûté leur ciné, mais elle devait être ultra chère parce qu'elle est ultra longue, juste pour killer le jeu et le relancer après, sachant qu'on sait pas si dans un an le jeu il va être bien, parce que c'est un travail. Retaper un MMO en un an, moi je sais pas comment ils ont fait, c'est impossible. Faire ça et ensuite dans un an il est relancé et ça marche,
Enfin, je trouve que c'est une histoire qui est trop belle et le jeu est exceptionnel. Il a encore ses extensions, il y a encore une communauté ultra active. Et voilà. Bon, moi, sa sortie, du coup, je l'ai poncé, mais comme pas possible. Je faisais partie d'un groupe de raid qui est le deuxième groupe de raid du serveur Odin à avoir tombé Twintania, qui était ultra hardcore. T'avais des musiques de fou, l'ambiance était exceptionnelle, la DA était exceptionnelle. Moi, je jouais en Lalafell, qui était la race toute petite. Et tout le monde détestait cette race-là, je sais pas pourquoi, mais on était bien entre nous. Des combats de boss qui étaient ouf, l'histoire était ouf. Et surtout, je pense que ce qui m'a vraiment marqué, pour avoir joué à des jeux plus compétitifs après, c'est à quel point la communauté était cool. En fait, je suis retourné genre peut-être 5 ans après, je connaissais plus rien et juste je faisais des donjons et tout le monde t'aide en fait. Ouais. Genre les gens ils arrivent, ils disent ah ouais. Ouais. Ok, tu t'as jamais fait ce donjon, bah attends je vais t'expliquer et tout ça. Et après est devenu de jeux un peu plus hardcore où les gens se mettaient sur la tronche. Et j'étais choqué en fait. J'ai dit, ah mais il y a des gens bien sur internet. Ils sont là. Et en fait on retrouve tous les codes de Final Fantasy et ça rappelle un peu les Final Fantasy old school dans la DA, dans l'univers, ou à partir du 7 disons. Après le 9 est un peu séparé et ça rappelle un peu le 9 d'ailleurs. Mais 7, 8, 10, ils étaient un peu plus matures, enfin réalistes dans leur DA et leur style. En fait c'est un bon mélange parce qu'on retrouve le charme un peu enfantin des premiers FF, en tout cas comme on se les imaginait en pixel art ou du 9, mais avec aussi des persos badass qui rappellent plus les FF modernes, 7, 8, 10. Donc c'était vraiment un très bon mix et je pense que c'est pour ça qu'ils ont touché tout le monde en fait. C'est que c'était une espèce de quintessence de la DA FF qui parle à tout le monde, avec les références qui parlent à tout le monde. Et les boss en fait, quand tu vas taper Titan, tu vas taper Garuda, donc moi je suis heureux. T'as joué à tous les FF? Et tous fini. Ah, wow. Bon, de base, j'ai commencé par le 8. Ok. Je fais 8, 9, 10, 12, le 11 j'ai pas joué. Parce que c'était un jeu en ligne aussi, le 11, avec abonnement. Et après, pour ma culture, en gros, je suis tout refaire. Genre un par un. Ouais. Bah, le dernier que j'ai fini, c'était il y a 3 ans. Ok. Je avec la rupture, c'était Final Fantasy 3. C'est le dernier que j'ai pas fait. Final Fantasy 15. Un jeu qui a beaucoup divisé, qui était très clivant. En gros, il est en développement ultra difficile. De base, c'était FF Versus 13, et puis il a été rebrandé en FF 15. Et alors moi, c'est ma hot take, mais j'ai adoré ce jeu. Alors que c'est un open world, et que l'histoire est pas forcément incroyable. Mais en fait, ils avaient fait un truc très malin, qui était de construire tout un univers avant que le jeu sorte. Où il y avait eu un animé, il y avait eu des fictions écrites, il y avait eu un film, Kingsglaive, qui était visuellement ultra impressionnant, même si l'histoire cassait pas des briques. Moi, il m'avait accroché avant que le jeu sorte. En fait, le jeu était sorti, je connaissais déjà tous les persos, je connaissais tout. Et du coup, j'étais juste heureux, en fait. J'avais juste l'impression de continuer une aventure dans un univers que j'adorais. Et du coup, il y a pas mal de problèmes niveau histoire. En fait, les 3 premiers quarts du jeu, l'histoire avance pas. Mais moi, je m'en foutais, en fait, parce que je la connaissais, l'histoire, tout ce qu'il y avait autour. Enfin, il se passe un truc énorme dans le jeu. La ville principale, là où il y a le père de Noctis, il se fait en gros capturer par l'ennemi. Dans Kingsglaive, il y a tout un film autour de ça, que je connaissais. Dans le jeu, et c'est là que je me mets à la place des gens qui n'ont pas forcément vu tous les trucs autour. Il l'apprend dans le journal, il fait « Ah ben, merde !» Et puis voilà. Puis il essaie d'y aller, il se fait défoncer, et puis il repart. Niveau drama, il n'y a rien, quoi. Alors que moi, du coup, en fait, il met ça dans le journal, et puis j'ai tout le film en tête, et je me dis « Ah ouais, ok, c'est cool, c'est pour ça. » Mais pour les gens qui n'ont pas tout suivi, ouais, le jeu, il est un peu dur à suivre, quoi. Et surtout, en fait, toute l'histoire se passe sur le dernier quart du jeu, qui devient linéaire et où tout est très cool. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup aimé déjà les musiques du Yoko Shimomura. Pour moi, ça fait partie d'une des meilleures OST de Final Fantasy, et genre, elle est exceptionnelle. Je suis allé la voir en concert d'ailleurs après ça, parce que genre, vraiment j'ai été marqué, j'écoute encore les musiques. Mais l'ambiance en fait qu'ils avaient réussi à créer, grâce aussi à tout ce qu'il y avait autour du jeu, rendait le jeu vraiment super plaisant. Et niveau gameplay, il était bizarre, si t'avais des potions, tu pouvais plus ou moins pas mourir, donc tout était simple. Mais c'est ce que je disais au début, en fait il avait tellement de charme avec tout ce qui avait été construit autour pour moi, que vraiment j'ai trop kiffé ce jeu. Ça fait quand même pas mal de jeux open world que t'aimes bien, pour quelqu'un qui aime vraiment pas les jeux open world. Ouais, mais oui, mais et en fait, ça c'est même pas un bon open world traditionnel. Enfin, c'est pas un bon open world, je trouve. Il est pas très bien designé, il y a pas grand chose à faire, les quêtes c'est un peu du FedEx. Et je sais pas pourquoi j'aime ce jeu en fait. C'est vraiment, mais j'aime trop ce jeu. J'en ai pas parlé encore, mais tous les jeux que j'aime bien, j'adore leur OST aussi. Ouais. Et c'est un peu ce que je disais de ces jeux qui ont une vision forte et où tout marche vraiment ensemble. Et je trouve que c'est un truc que les Japonais faisaient, en tout cas, au moins à l'époque, mieux que les autres dans leur jeu, où on sentait que tout était ultra cohérent et que c'était pas le compositeur qui a appelé pour mettre la musique par-dessus le jeu. Tout était réfléchi vraiment ensemble. Et du coup, vous, là, dans votre studio, pour Clair Obscur, comment s'est construite la musique? Est-ce que c'est dès le départ, vous la pensez en même temps que vous construisez le jeu? Est-ce que ça arrive plutôt après? Est-ce que tu peux m'en parler de comment ça s'est fait? Bah, Lorient, c'est un des premiers à être arrivé dans l'équipe. C'est le troisième à être arrivé à l'époque où on n'avait même pas de studio, c'était juste un projet passion. Parce que dans ma tête, c'était très clair la musique, c'est un des piliers fondamentaux de l'expérience du jeu. Et c'est ce que je disais, j'ai pas envie que la musique soit construite par-dessus le jeu, qu'elle soit construite avec le jeu. Et pour ça, c'est important d'avoir un compositeur qui suive tout le développement, qui connaisse l'histoire, pas juste du jeu en fait, mais du studio en fait, de comment nous on évolue, comment le jeu
jeu évolue, comment les personnages du jeu évoluent, les environnements et tout ça, et qu'il soit, qu'il fasse partie de l'équipe, quoi. Et c'est pour ça que, Lorient, il a fait un taf de ouf, et il était ultra intégré dans l'équipe, comme tous les autres gens du studio, en fait. Et c'est ce qui a permis, je trouve, d'avoir une cohérence aussi forte. Quand on a trouvé la voix d'Élise Duport-Percier aussi, qui est du coup la vocaliste du jeu, qui a fait un taf monstrueux avec lui. Mais en fait, toutes les décisions de musique étaient prises en connaissance de tout le reste du jeu, par Lorient. Et ça change tout. Il y a carrément des concerts de la BO de Clair Obscur à Paris ou ailleurs. Ça te fait quoi de dire que tu dis que c'était le but et t'as réussi un peu ce que tu voulais faire? Ouais, en fait c'est bizarre à dire, mais limite ça me rend encore plus fier que le jeu lui-même. Ah ouais. Parce qu'entre guillemets c'est pas moi. C'est tout le crédit revient à Lorient et Alice. Et en fait juste savoir que j'ai contribué à faire que ces concerts existent, sachant que moi la musique de jeux vidéo c'est un truc j'écoute plus de musique de jeux vidéo que de musique pas de jeux vidéo dans ma vie, quoi. C'est un truc qui est tellement important. Et c'est une fierté de ouf. C'est vrai que quand on a fait l'année dernière, on a fait 4 concerts, j'ai tous fait. C'est vrai? Oh oui, et à chaque fois je pleurais toutes mes larmes, mais c'est trop bien, je suis trop heureux. En fait je suis heureux pour Lorient et Alice aussi et l'orchestre Curieux, quoi. Sentir qu'on peut créer quelque chose de beau comme ça, ça me touche vraiment au fond de mon âme, quoi. Oh oui, un énorme classique aussi, Oddworld, l'Exode d'Abe. En gros, on joue un espèce d'alien qui est un esclave d'une espèce de méga corporation et qui essaie de s'échapper en essayant d'aider aussi ses potes aliens. Et vraiment, c'est que des espèces d'énigmes de comment s'en sortir, sachant qu'on se prend une balle, on est mort. Il y a beaucoup d'ennemis avec des flingues. C'était vraiment super dur. J'y ai rejoué il y a pas longtemps pour vérifier si c'est juste, parce que parfois je rejoue à des jeux, c'est juste que j'étais nul à l'époque. Et en fait les jeux sont faciles, mais genre celui-là il est vraiment dur. Et niveau DA, il y a pas vraiment d'équivalent. C'est ultra original. Ce côté hyper sombre, vert alien, chelou. J'ai encore tous les sound effects gravés dans ma tête quand je fais parce que tu peux prendre le contrôle mental des autres esclaves. Puis après tu débloques que tu puisses prendre le contrôle mental des ennemis. Alors t'as un flingue. Alors que ça fait genre 20 heures que tu joues que t'as pas de flingue. C'est trop bien. Et t'as les paillettes qui sont... Voilà, c'est gravé. Je pense que vous avez même pas à changer le sound effect. On peut juste mettre ta voix sur l'image. Franchement, c'est... La fréquence sonore est accurate. Ça fait 2 heures déjà qu'on y est, hein. Je commence à peine là. Je vois ce qui arrive. Ok. Oh, Dynasty Warrior. Oh là là, mais je suis désolé, hein. On va commencer par ça. Vous voulez que je fasse du speed Vas-y, fais comme tu veux, t'inquiète. Dynasty Warriors, c'était pas sur PSP que j'ai joué, c'était sur PS2, Dynasty Warriors 3. Il y avait du couch coop, donc c'était trop bien. Voilà, c'est tout. Tu défonçais des milliers de soldats à la chaîne en faisant des trucs trop stylés dans la Chine antique. Enfin, c'est toujours Dynasty Warriors aujourd'hui, hein, c'est du défoulement pur. Dead or Alive, ah oui, c'est pas le jeu de combat là. Ah oui, non, ça c'est le jeu que j'aurais aimé avoir quand j'étais ado mais que j'ai pas eu. Non, j'ai beaucoup joué à Dead or Alive 2 et 3. C'est les premier jeu de combat avec Guilty Gear où j'étais vraiment saigné de chez saigné. Le gameplay était exceptionnel. On a un peu tendance à dire c'était des jeux pas terribles parce que c'était un peu beauf, mais en vrai le gameplay était vraiment ouf. Il y a un système de contre qui était ultra unique où tu pouvais contrer en haut, en bas, en avant, en arrière selon le coup des ennemis. C'était ultra profond. Mais ouais, vu qu'il y avait ce truc de un peu de beauf pervers. Un peu de beauferie pervers et c'est un peu le truc, c'était tellement assumé in your face que c'était bon. Oui, why not? Crash Team Racing, bon j'avais pas joué sur PSP mais sur PS1. Pour beaucoup de gens c'est Mario, mais moi mon Mario c'est Crash clairement. J'ai grandi sur PS1 avec Crash Team Racing, Crash Tag, Crash 1, 2, 3. C'était un des gros jeux de mon enfance. Crash Team Racing c'était un peu le premier open world de voiture, hein. Parce que dans Crash Team Racing, si je dis pas de bêtises, sur PS1, il faisait déjà comme un Kart World où tu pouvais aller de course en course. Bon après t'avais des portails qui t'amenaient vers d'autres courses, mais pour aller d'une course à une autre, t'étais dans un espèce d'open world de PS1 pour aller à la prochaine course. C'est le père de l'open world, quoi. En fait, c'est le père de l'open world, c'est Crash Team Racing, voilà. Vous l'avez entendu ici. Et Medieval, qui était absolument fabuleux. Encore une fois, une DA de fou, que je conseille vivement à tous les gens qui aiment les jeux d'aventure. C'est hyper cool, le gameplay est super prenant, le système de combat est simple mais cool. Et un des personnages les plus iconiques de PlayStation, Final Fantasy IV. Je peux pas faire une tangente à chaque fois de 15 minutes sur chaque Final Fantasy, mais je vais skipper les moins importants, parce que sinon, vraiment pour 75 heures. PS Vita. PS Vita. Je savais même pas qu'il y avait autant de jeux qui étaient sortis sur PS Vita. C'est quoi le dernier jeu qui t'a marqué, toi? Auquel t'as joué là récemment? Qui m'a marqué... Il y a eu quoi après Elden Ring? Lies of P, c'était avant? Non, c'était après Lies of P. Que j'ai vraiment saigné.
Lies of P, pour moi, c'était le premier vraiment très bon Souls-like, qui est inspiré de la formule des Souls, mais qui faisait les choses suffisamment différemment pour avoir l'impression de pas jouer juste à une copie, avec des systèmes vraiment différents, une ambiance de ouf, une DA trop cool, et d'ailleurs, elle a fait marrant. Mais quand j'ai joué à Lies of P, j'ai vu qu'ils avaient un manoir comme base, et je me dis, ah merde, nous aussi on a le manoir dans lequel tu reviens souvent. Je lui dis, ah bah c'est dommage. Et donc il se passe en plus dans une époque assez proche. C'est très européen, c'est très belle époque, début de l'électricité et tout ça. Mais non, la DA était vraiment cool, l'histoire, bah, c'est pareil, globalement, tu comprends rien la première fois que tu le fais. Mais t'es touché, je sais pas pourquoi. Mais bon, après je suis allé rechercher toute l'histoire et tout ça, donc j'ai compris. Enfin, c'est un jeu qui a une âme, quoi, je trouve. Enfin, c'est juste, tu sens qu'il y a quelqu'un qui essaie de te parler à travers le jeu, et c'est ça qui touche, quoi. Bon, Persona, ne pas parler de Persona, qui est quand même une grosse inspi pour Clair Obscur. Ouais. Je pense que c'est ma série de turn-based aujourd'hui, enfin récente, préférée. Il y a une métaphore qui est sortie il y a 1 an maintenant, que j'ai enfin fini en ce début d'année, qui est trop bien aussi. Et Persona 4 particulièrement, j'en ai des souvenirs mais exceptionnels. Parce que je l'ai fait à la fin de mon lycée, au moment où en gros on allait tous se séparer avec mes potes parce qu'on allait partir dans des facs différentes et tout. La Persona 4, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans une ville, qui se fait des potes, et à la fin en fait il s'en va du lycée et tu comprends qu'il se sépare un peu de ses potes. Et du coup moi c'est un jeu qui m'a touché mais genre au fond de mon cœur. Et c'est un jeu, ça c'est marrant, je me rappelle j'étais allé dans un magasin qui s'appelait Attack, c'est un magasin de jeux vidéo près de chez moi, un petit boui-boui. J'étais parti pour acheter Tales of Vesperia. J'avais genre 40 balles en poche. J'y vais, Tales of Vesperia était à 50 balles. Je fais, oh non! Et du coup, j'ai déjà les 40 balles, et je me suis dit, bon je vais quand même les dépenser, je vais pas revenir sans rien. Et j'ai trouvé Persona que je connaissais pas du tout. Genre vraiment pas du tout, Persona 4. Et du coup, je l'ai acheté parce qu'il était à 40 balles. Et je me dis, ça fait chier, moi je vais jouer à Tales of. Et tu le lances? Et je le lance. Ça s'ouvre sur ça, la Velvet Room, où il y a Igor du coup qui nous accueille. Et il y a une musique Aria of Soul, qui est une des meilleures musiques de tous les jeux vidéo du monde entier, et qui commence, et je suis en regardant, je suis comme mais attends, mais ça va être incroyable en fait. Et je n'ai pas lâché le truc, j'ai joué, je l'ai fini 5 fois, enfin c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, parce qu'il est arrivé au bon moment de ma vie, et la façon dont je l'ai acquis, et c'est un peu comme Journey au final, où je n'attendais vraiment rien du tout, je l'ai lancé au pif, et limite, ça me saoulait parce que je voulais pas jouer à ça, et au final c'est un des meilleurs jeux du monde, et enfin c'est trop bien. Do you believe in fortune telling? Persona 3 aussi, que j'ai fait juste après, du coup, qui est exceptionnel aussi. Persona 3, par contre, niveau BO, je pense que c'est une des meilleures BO de tous les temps du jeu vidéo. C'est une espèce de rap fusion chelou, où tu l'écoutes, t'arrives au dortoir et t'as un mec qui commence à rapper derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est trop bien, ça marche trop bien. C'était une prise de risque de ouf, c'est Shoji Meguro, le compositeur. Okay. C'est un génie absolu, tous les personnages, il fait des trucs ultra différents. Là, au Persona 5, il est passé en plus sur du jazz, Persona 4, c'est plus de la pop, Persona 3, c'est plus du rap. Et à chaque fois, c'est du génie. Alors vraiment, il est trop fort. Est-ce que dans le jeu au tour par tour qui te plaît autant? Ça plaît pas forcément à tout le monde tout le temps. Et toi, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui te plaît? C'est quoi? C'est juste un truc de ton enfance? C'est... Non, je sais pas, j'aime ça en fait. Juste, en fait, je comprends pas ce truc de... Le turn-based, c'est old school. Moi, j'y ai jamais cru, j'ai toujours cru que c'était une énorme connerie. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais en fait, c'est un système de jeu. Moi, j'aime bien les jeux de plateau aussi. En fait, moi, c'est pas que le turn-based que j'aime bien, c'est aussi le côté préparation de ton équipe avant. Et en fait, juste quand tu prépares un plan, que tu arrives en battle, et que tout se passe un peu comme tu veux, et que tu vois que toutes les pièces que t'as préparées pendant genre 50 heures de jeu avant s'imbriquent, et que tout marche super bien, et que tu défonces le boss en face, c'est ultra agréable parce que tu te sens intelligent en fait. Là où dans le jeu d'action à la Devil May Cry, je me sens pas particulièrement intelligent, je me sens rapide des doigts, j'ai de la dextérité, mais dans un turn-based, c'est plus ton cerveau qui est récompensé, quoi. C'est un peu des maths, quoi. C'est juste, tu mets des trucs ensemble, tu fais ta démonstration, t'arrives à la fin, ça, x égale 2, c'est le bon résultat, tu défonces le boss, t'es content, et j'aime ça, tu vois. T'étais fort en maths? J'étais fort en maths, ouais. Et très nul en compta, ceci dit. Je sais pas pourquoi. Ce qui n'est pas terrible en tant que directeur de boîte, mais bon, bref. Est-ce que juste je peux revenir sur la création aussi rapidement de Clair Obscur? Tu disais que tu as commencé à le faire un petit peu tout seul. Est-ce qu'en fait, entre le moment où toi, tu as commencé à créer le jeu, tu as commencé à le penser, ouais, et le résultat final, à quel point est-ce que ça a changé en cours de route? À quel point est-ce que le résultat final ressemble vraiment à ce que toi, tu avais en tête au départ? Niveau gameplay, ça a quasiment pas changé. Okay. C'est le truc qui est resté du début à la fin quasiment intact. Niveau DA, ça a quand même bien changé parce que moi je suis pas en DA. Hein. Je sais faire des cinématiques, je sais construire des niveaux et tout ça, je sais faire du game design, mais je sais pas dessiner. Donc on a Nicolas Masson-Francombe, notre DA qui est arrivé sur le projet et qui a un peu
On a discuté évidemment de quelle direction on prenait, mais c'est lui qui a fait tous les dessins, et c'est un putain de génie, donc tout ce qu'il fait c'est trop stylé, du coup on dit bah on va prendre ça. Parce que de base, en fait, moi je faisais un truc plus steampunk, qui venait aussi du fait que, vu que j'étais tout seul, je chopais des assets gratuits pour essayer de construire un truc, et il y a beaucoup d'assets victoriens, et moi j'aime beaucoup le victorien, j'aime beaucoup Castlevania, j'aime beaucoup Devil May Cry, j'aime beaucoup les ambiances gothiques, mais ça a été quand même très vu et revu maintenant. Aujourd'hui, je trouve le gothique, donc on a essayé de trouver plus original. Et la Belle Époque, c'est un peu un truc qui ressemble, mais suffisamment différent pour être plus original. Du coup, on est parti là-dessus. En fait, le jeu, dans l'esprit, est pas si différent de ce que j'avais en tête au début. Donc, niveau... Ouais. Et après, c'est plus niveau... ambition, en fait. Qu'on a fait un truc 10 fois mieux que ce que j'avais en tête, parce que de base, j'étais tout seul et que c'était un peu pourrave, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il faut concrètement aujourd'hui pour une personne qui a envie de démarrer un projet, de démarrer un jeu? Qu'est-ce qu'il lui faut concrètement en termes d'outils, de matériel? Ça dépend de quel type de jeu. C'est complètement possible de faire un jeu tout seul, hein. En soi il faut juste un ordi. Les moteurs de jeu maintenant ils sont gratuits à utiliser en tout cas. Généralement tu payes à la fin quand tu sors ton jeu. Typiquement Unreal Engine, moi je suis tombé amoureux d'Unreal Engine quand j'ai essayé. En fait c'est gratuit jusqu'à ce que tu sors ton jeu. Il y a juste besoin de ça en fait. Et après ça dépend de quel type de jeu tu veux faire. Moi typiquement ce genre de RPG tout seul, j'aurais pu faire un truc mais ça aurait été un peu pourrave quoi. Alors que non, avoir une équipe c'est super important, et surtout en fait trouver les gens qui comblent nos faiblesses en fait. En fait, l'équipe elle s'est construite comme ça. Moi, c'est typiquement, je ne sais pas dessiner. Je vais chercher quelqu'un qui est une brute à ça. La musique, bon, je joue de la musique, mais je ne sais pas composer. Je cherche un compositeur qui est vraiment fort. Mais ça dépend aussi beaucoup du jeu que tu veux faire, quoi. Nous, l'ambition que j'avais, c'était pas réaliste de le faire avec une seule personne pour faire un truc bien. Mais si c'est pour un plus petit jeu en 2D, il y a beaucoup de gens qui se lancent tout seuls et qui arrivent, même en 3D, en fait, tu peux faire des trucs maintenant. Quand je pense à Forgotten City, qui est un jeu qui a été fait par un mec qui était comptable avant, je crois, et qui s'ennuyait. Et en fait, il a chopé plein d'outils à droite à gauche, et c'est marrant parce que quand il faisait son truc, moi j'étais sur le mien en parallèle, et en fait je voyais on prenait les mêmes outils, de trucs qui sont un peu cheapos gratuits, mais où tu t'en sors en fait, et t'arrives à faire un truc potable. En fait pour moi c'est comme ça que la scène indé a fleuri, hein. De base c'était beaucoup Unity, maintenant Unreal arrive un peu plus sur la scène indé aussi. Tout le monde peut pas construire son moteur maison. Personnellement, j'ai aucune idée de comment on fait. Et la plupart des gens n'ont pas les moyens, ou en fait ont juste... La plupart des gens qui se lancent, je pense, dans un projet, c'est pas toujours le cas, mais c'est des gens qui ont un peu des histoires à raconter, pas forcément des histoires narratives, mais ça peut être au niveau gameplay, au niveau musique, enfin quelqu'un qui veut s'exprimer. Et aujourd'hui, les systèmes sont accessibles de au moins pouvoir mettre la main à la pâte et voir ce qui nous manque en fait. Moi c'est ça qui m'a permis de commencer au final, c'est j'ai commencé, je me suis dit ok, comment on fait un modèle 3D, comment on fait du game design, comment on branche des blueprints, comment on fait tout quoi, comment on crée un jeu, et de me buter sur les trucs sur lesquels, de me buter dans le sens où je me mange un mur, là où je sens que mes skills de base, en fait soit il me faudrait 5 ans pour devenir fort, soit juste j'ai pas ça en moi quoi. Et c'est là que je me suis dit, ok, là il me faut cette personne, et de créer un jeu. Mais ça, en fait, c'est la porte d'entrée. Sans ça, j'aurais jamais fait de jeu. En fait, pour moi, c'était un truc un peu mystique il faut 50 personnes, il faut de l'expérience, il faut coder son moteur de jeu. Enfin voilà, donc en fait, ce truc d'accessibilité. Et c'est un peu comme l'histoire de beaucoup de musiciens, hein, de trouver un instrument quelque part, de commencer à jouer. En fait, c'est la porte d'entrée qui te permet après de développer tout le reste, quoi. Est-ce qu'on entre un peu dans une ère où il y a beaucoup plus de place pour ces petites équipes indépendantes, pour les studios indépendants par rapport à ce qu'il y avait avant? Moi, je pense qu'on y est déjà, hein. Enfin, les jeux indés sur Steam, globalement, ça fait longtemps que ça représente une énorme part du marché. C'est plus dur de se démarquer parce que du coup, forcément, c'est plus simple de sortir un petit jeu indé. Mais il n'empêche que sur Steam, dans les top sellers, t'as toujours la moitié qui sont des jeux indés qui cartonnent. Après, il y a un gros syndrome du survivant aussi, que nous, on peut avoir aussi, donc c'est pour ça que je mets en garde quand même. Enfin, c'est compliqué, c'est beaucoup de chance, c'est beaucoup d'étoiles qui s'alignent aussi. C'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et même en fait, juste que ton jeu arrive sur le marché au bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de place pour les jeux indés, et je pense qu'il y en aura aussi de plus en plus, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui sont entrés dans le marché via les AAA, et qui maintenant, en fait, on en fait beaucoup, et cherchent des choses un peu différentes, ou en tout cas sont ouverts d'esprit à ce truc indé. Et juste les jeux indés, je pense que niveau pop culture, c'est devenu cool en fait. Parce que je pense que c'est sincère. Et c'est ça le truc le plus différent, c'est que généralement les jeux indés, c'est... Bon, t'as aussi des gens qui font des jeux indés juste pour faire de la thune vite fait, mais dans l'essentiel du temps, le but c'est juste d'exprimer quelque chose en fait. C'est de faire un projet pour le kiff, et de faire quelque chose qui fait plaisir à soi et qui fait plaisir aux joueurs. Et je pense de toute façon les plus grands succès, c'est comme ça qu'ils commencent. Ça vient d'une intention qui est pure, quoi. Assassin's Creed Odyssey. Je n'ai jamais aimé un seul Assassin's Creed. Je les ai tous commencés. Et à chaque fois, c'est un open world. Au bout de 2 heures, je me dis, en fait, je m'ennuie. Donc j'ai lancé Odyssey. Je me suis dit, à l'époque, je bossais chez Ubisoft en plus. Et je me suis dit, je teste par professionnalisme. Et je suis trop tombé dedans, en fait. Je suis un énorme fan de Grèce antique. J'ai grandi avec Senseiya.
tu me mets en temple grec sur la boîte, je suis vendu à moitié. Le gameplay était plutôt cool, l'open world était vraiment cool, tu avais des figures mythologiques que tu voyais un peu, qui faisaient écho à tous les souvenirs que j'avais de Saint Seiya, et du coup j'ai trop aimé. Voilà. J'ai jamais fini un seul autre Assassin's Creed de loin, mais celui-là je l'ai fini, j'en ai trop bons souvenirs, juste de voyager en Grèce antique, d'aller voir les temples, de grimper sur les temples. C'est la chose la plus proche qu'on ait eu dans le jeu vidéo Saint Seiya, peut-être vraiment bien. Catherine, Full Body, c'est trop bien. C'est fait par les créateurs de Persona. C'était entre le 4 et le 5, et en gros, c'était quand ils s'entraînaient sur un nouveau moteur dont ils sont servis pour faire Persona 5. Ils ont fait ça un peu en mode training. Et c'est un puzzle game. Et le concept, c'est qu'en gros, on joue, je crois que c'est Vincent le héros, qui est là, qui est au milieu de toutes les filles. Et en gros, il va se marier, et il y a une jeune fille, elle du coup, qui l'approche dans un bar et qui le drague à mort. En gros, faut faire des choix à chaque fois que t'es dans le bar le soir, entre soit tu dragues la nouvelle, soit t'es fidèle à ton mariage. Et ça se répercute sur le puzzle game, et t'as 2 fins différentes. Et le concept est barré as fuck. En gros, tu fais que tes puzzles en caleçon comme ça, avec des espèces de moutons, puis tu vas mourir un peu partout. C'est barré, mais c'est trop bien. Et pourtant, je suis pas très puzzle game, mais là, en fait, t'as une ambiance qui est telle, et juste le soir où t'as ta vie secrète, où tu vas dans les shops pour envoyer des SMS, en fait, c'est tellement absurde, c'est tellement what the fuck, loufoque, qui est genre jamais fait ailleurs, que le jeu vaut vraiment le coup. Bah, un des meilleurs jeux de tous les temps. Mon Tales of préféré très largement, Tales of Vesperia. J'avais jamais été un très grand fan des Tales of, jusqu'à ce jeu, mais qui est vraiment magnifique, déjà, genre la DA. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est le plus beau Tales of, mais genre d'assez loin. C'est une DA cel shading qui était sortie sur 360 et PS3 au début. Et je l'ai refait il y a pas longtemps, et vraiment ça reste encore magnifique. T'as avec des environnements, ça a pas vieilli d'en dessous. Il y a un peu un côté un peu Zelda-esque dans la DA, Zelda The Wind Waker un peu, mais en HD. Et le gameplay est vraiment exceptionnel. Et alors ça va être bizarre, mais c'est un des gameplays qui me rappelle le plus Devil May Cry en late game, parce qu'il y a aussi des histoires de cancel que tu peux faire quand tu builds bien tes persos, notamment Judith qui est la perso avec sa lance qui vole haut dans les airs, où tu peux faire des combos de fou furieux aussi. Donc je passais des heures et des heures à faire des combos de malades mentaux qui ne servaient en soi techniquement un peu à rien, puisqu'il n'y a aucun vrai boss que tu peux envoyer en l'air pendant 15 heures, mais juste tu tapes des gobelins pendant 2 heures en l'air et c'est rigolo. C'est un des jeux que j'ai le plus fini, genre 6 ou 7 fois. Et en plus il y a un New Game Plus qui est trop cool. En gros à la fin du jeu, t'as une boutique où tu peux acheter des bonus pour le New Game Plus, des bonus débiles, genre XP x 100, des trucs comme ça. Non, vraiment, si vous aimez les RPG, un peu ce sens d'aventure et de groupe, comme un groupe de héros qui sont vraiment charismatiques, une histoire vraiment cool et un gameplay vraiment qui a une profondeur, mais vraiment de ouf. Jouez à Tales of Vesperia. Okay. C'est vraiment un des meilleurs jeux de tous les temps pour moi. Voilà, j'adore ce jeu. Dragon Ball FighterZ, un des jeux de combat auxquels j'ai le plus joué aussi, qui est du coup fait par Arc System aussi. J'aime beaucoup les jeux Arc System de combat, je sais pas si vous avez remarqué, je ne parle que d'eux. Jeu de baston trop même dans l'univers de Dragon Ball. Et alors je sais que c'est criminel, mais moi je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball parce que je n'ai pas grandi avec. J'ai grandi avec Saint Seiya. Et la petite histoire, c'est que j'avais pas le droit de regarder Dragon Ball parce que mes parents trouvaient ça trop violent. Du coup, on regardait Saint Seiya, qui est plus violent, mais c'était pas à la télé en mode oh là là les mangas violents, Dragon Ball tout ça. Mais du coup, j'ai jamais vraiment, j'ai pas eu d'enfance liée à Dragon Ball. Mais enfin, je connais tous les persos du coup, ça fait partie de la pop culture. Mais non, jeu de combat trop bien. Mais là, j'étais compétitif. Là. Je rigolais pas, tu vois. J'étais sur le PS Store et je montais très haut. Quand je bossais à Ubisoft, il y avait des tournois internes aussi. Je l'ai gagné, mais voilà, je vais me la péter. Mais... Non, mais j'aime vraiment beaucoup de jeux et trop beau aussi. Le premier trailer qui était sorti, avec tout le monde était what the fuck is that, c'était vraiment Dragon Ball l'animé, mais en jeu, et c'était de la 3D. Et Arc System, ils ont trouvé un truc, et c'est de la magie noire subatomique d'arriver à faire que la 3D a vraiment l'air d'être de la 2D. Généralement, la 3D, tu la crames assez, même si ça a l'air d'être de la 2D, tu la crames vite. Arc System, c'est les seuls qui arrivent à faire que tu crames rien. T'as l'impression que c'est de la 2D. Et chaque image est en dessin, est en screenshot 2D. Enfin, je sais pas comment ils font. Franchement, ils sont ultra impressionnants. Et le premier trailer qui avait sorti avec cette tech, c'était Guilty Gear d'ailleurs. Mais en gros, le trailer se passait, t'avais les 2 persos qui se battaient, et tout le monde était là, oui, bon, c'est Guilty Gear un peu plus beau. Et à un moment, ils ont fait le power move de l'industrie du jeu de combat, ils ont tilté la cam, et là tu te rends compte que c'est de la 3D, tout le monde est là, wouah, mais c'est quoi ce truc de fou? Ils avaient réussi à faire ce truc de personne n'avait cramé que c'était de la 3D, jusqu'à ce mouvement de cam, attends mais tout le monde était là, mais attends mais c'est de la 3D en fait. Et c'était de la 3D. Et enfin, Arc System, pour moi, c'est des génies absolus. Ils sont trop forts au niveau jeu de combat, mais niveau DA aussi, c'est des monstres. Nioh 2, on a déjà parlé. Oh! Moi, je sais pas s'il y a Until Dawn, mais en tout cas, c'est la série Dark Pictures. Gros jeu qu'on fait avec mes frères. Avec mes frères, on regarde beaucoup de films d'horreur à la con. C'est notre rituel quand on se retrouve, on regarde un film d'horreur à la con. Et ça, c'est des films d'horreur interactifs.
c'est des nanars. Until Dawn était vraiment très très bien pour le coup à faire en coop. Depuis les autres ils sont un peu moins bien je trouve. Entre frères, entre potes c'est toujours un bon moment parce qu'en fait chacun choisit son perso et tu te passes la manette. Et Man of Medan, moi j'ai des très bons souvenirs parce que ça commence dans un bateau le jeu et moi mon perso au début du jeu il y a une merde sur le bateau je sais plus exactement mais il faut prendre la décision de sortir ou de se cacher. Et moi je m'étais caché, et mon perso a disparu tout le jeu. J'ai plus jamais joué. En fait il était caché dans le bateau littéralement toute l'aventure. Et l'aventure se termine et il sort du bateau et je sais plus, mais genre j'avais joué 4 minutes, alors que mes frères ils avaient tous joué genre 1h30. Et j'étais deg, j'aurais pas dû rester dans ce bateau. Bah voilà. Voilà. Mais en vrai, entre potes c'est sacrément marrant. Killzone, je sais pas si vous vous en rappelez, du trailer de Killzone sur PS3, qui était un des moments les plus marquants du gaming, et ils avaient sorti un trailer qui était pas exactement le jeu final, mais qui se vendait un peu comme le jeu final. Il y a toujours aucun jeu aujourd'hui qui est aussi beau que le jeu tel qu'il avait été présenté. Mais du coup je l'avais acheté, parce que j'étais simplé. Et en fait le jeu était vraiment bien, donc je me sentais pas floué. Mais niveau graphisme, le premier trailer de Killzone, je me rappelle à l'E3, il avait bien buzzé parce que c'était un truc... On a du rêve quoi. Ouais, mais le jeu était cool. Et pourtant c'est pas trop mon style de jeu, mais j'ai fini. Ouais, les Call of aussi. Je suis pas un fan de Call of, mais avec mon meilleur pote, on avait un rituel sur Call of Duty 2, qui était un des seuls jeux, je crois qu'il était offert avec la Xbox 360, du coup c'était genre des premiers jeux qu'on avait, c'était le seul qui avait de la coop, du catch coop. On avait toujours sur la même map, qui était une espèce de il y avait un bunker dans la neige, c'était Stalingrad je crois. On jouait qu'à deux, parce qu'on n'avait pas le Xbox Live à l'époque, et on passait 12 heures de suite à se tirer dessus, depuis ce bunker jusqu'en bas, depuis en bas jusqu'à ce bunker, et on alternait les places, et on faisait que ça. C'était parmi les meilleurs souvenirs de gaming avec mes meilleurs potes. Henri, si tu vois cette vidéo. Et vraiment, c'était des soirées, quand j'y repense, de débile profond. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'était vraiment 12 heures sur la même map qui était pas grande en plus, hein. C'était vraiment un bunker inouï. Bah de base, j'aime pas trop les FPS, à part peut-être qu'il est là, le contre-exemple BioShock, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. L'intro de BioShock 1, c'est la meilleure intro de jeu vidéo de tous les temps, point. J'avais téléchargé la démo sur la 360, c'est la première fois que ça m'a fait ça. J'ai joué à la démo, je suis arrivé à la fin de la démo, je suis allé acheter. Mais genre je suis parti à la Fnac, alors qu'il était super loin, et je l'avais acheté parce que c'est l'intro où tu descends dans Rapture, et t'as ce truc qui s'ouvre, t'as du speech de Andrew Ryan, je crois, qui s'appelle. Un truc un peu horrifique, mais magnifique, sous l'eau, qui était tellement original, en fait, tu ne peux pas ne pas vouloir en savoir plus. Et non, BioShock, c'est un de mes jeux préférés, et pourtant, c'est même pas que j'aime pas les FPS, c'est que j'aime pas la vue première personne. En fait, je sais pas, c'est un truc qui me dérange un peu. Dès qu'il y a un mode de third person, je prends le mode third person, même s'il est pas ouf. Je ressens pas d'accrochement au perso si je suis en première personne, je trouve. J'aime bien le voir, en fait. Et puis juste, en fait, niveau contrôle, je trouve que ça permet moins de folie. Enfin, t'imagines Devil May Cry en première personne, tu vomis au bout de 2 secondes. Donc je suis moins première personne. Ouais. Mais BioShock, un des meilleurs jeux de tous les temps. Il y a Symphony of the Night aussi. Bon, j'ai déjà parlé de Castlevania, mais celui-là, un des meilleurs. Moi j'en ai 4 qui sont exceptionnels, les 3 sur Game Boy que j'ai montré tout à l'heure, et Symphony of the Night sur PS1, avec Alucard, un des persos qui pète le plus la classe du monde du jeu vidéo. Enfin, jouez-y quoi. Si vous aimez les Metroidvania, lui c'est un peu le... Pour moi c'est un peu la référence ultime dans ma tête. Mais moi c'est celui-là vraiment où je me suis dit, vache. En fait t'as ce truc, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoilé, mais en fait au bout d'un moment, tu finis le jeu une première fois, tu penses que c'est la fin, et en fait le château se retourne, et tu refais tout le jeu avec le château à l'envers, et tu te rends compte que niveau level design, les mecs ils ont pensé à la fois le niveau de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche dans l'autre sens. Et tu te dis, c'est des psychopathes du level design en fait, et ça marche trop bien, et c'est exceptionnel, et juste cette idée, moi ça m'avait retourné le cerveau et je te demandais qui fait ça quoi. Parasite Eve 2, ça c'était mon petit Resident Evil à moi. On l'avait avec mon grand frère, on se pissait un peu dessus, mais l'héroïne Eve était trop stylée. Et c'est un Resident Evil, c'est les mêmes contrôles, ça ressemble beaucoup, avec un côté un peu plus RPG. Et j'ai tenté d'y rejouer, niveau contrôle, c'est clairement ça a très mal vieilli. C'est du third person, je crois que c'était des caméras fixes. Et quand tu essaies de tourner, en fait ton perso il tourne comme ça. Donc si t'es poursuivi par si tu cours par là, que t'as un ennemi là, en fait ton perso il se retourne comme ça, et après tu peux avancer tout droit. Et ça met 8h30 à se retourner, c'est pas très fluide quoi. Mais à l'époque on s'en foutait, et l'ambiance était vraiment très cool. Si vous aimez les vieux Resident Evil, et que vous ne connaissez pas, jouez à ça, c'est de la balle. Voilà. Quand même, hein, surtout lui, pour moi. Lui après dans le top 3, le 8 d'abord. En fait c'est celui avec lequel j'ai commencé. Ouais. Et à l'époque je savais même pas vraiment lire.
quand on y jouait, et mon grand frère non plus. Et Final Fantasy VIII, c'est un jeu qui est compliqué. Hein. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui essaient de comprendre le système de jonction et de progression, personne ne comprend rien, parce que c'était ultra obscur. Et je me rappelle que, ouais, en fait, on faisait le premier niveau en boucle, on arrivait au premier vrai boss qui s'appelait Sulfura, en haut d'une tour, et donc on savait que faire auto-attaquer en fait. Et on arrivait au bout, on sait que auto-attaquer, et ça marchait pas, et ça passe pas, il est impossible ce boss. Et on a recommencé ce passage pour essayer de trouver comment battre ce premier boss, mais dans ma tête, c'est des centaines de fois, peut-être que dans ma tête d'enfant, en fait, c'était juste 10 fois, j'en sais rien. Mais en fait, je pense que c'est mon souvenir de gamer le plus fort, d'arriver en haut, voir Sulfura, se faire défoncer, ok on recommence, et on repart au tout début du jeu, dans Balamb Garden. Du coup la musique de Balamb Garden, qui est l'intro de Final Fantasy VIII, elle est gravée là, mais à jamais. Et ben j'ai eu la chance de rencontrer Nobuo Uematsu, du coup je lui ai dit c'est peut-être le musicien qui m'a le plus marqué à vie, juste pour la musique de Balamb Garden. Et je pense que finalement, niveau design des persos, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de Clair Obscur. Moi, c'est vraiment mon style, en fait, de ces héros, des tenues assez sombres, assez sérieuses, et c'est un peu à la Bleach, au final. Et ça, c'est ma petite théorie, mais que les gens qui aiment Final Fantasy VIII sont aussi les gens qui aimaient Bleach, qui était pas le plus gros des Big Three avec Naruto et One Piece. Comme Final Fantasy VIII, c'est pas le plus gros du Big Three qui serait peut-être 7, 8, 10, mais il y a un style qui s'en dégageait qui était vraiment ouf. L'histoire, bah, du coup, je l'ai refait peut-être 5 ans après, quand je le savais lire. L'histoire, incompréhensible, globalement, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est trop bien. Et ça revient à ce que je disais, c'est t'as des moments dans la scène où tu fais « Hein ? Mais c'est complètement con ». Et en fait, ça marche trop bien parce qu'ils embrassent complètement ce côté what the fuck, tu pars dans l'espace, à un moment, tu dis « Pourquoi ?» Et en fait, tu sens qu'il y a un délire qui est ultra assumé et qui rend le jeu ultra attachant. Je l'ai fini 18 fois aussi, parce qu'en plus, il y a un système qui fait que tu peux finir le jeu au niveau 1 parce que les ennemis scale avec toi. Du coup, t'es pas obligé de level up, t'as pas de grind. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, tu apprends une habilité qui te permet de manger les ennemis et qui fait que quand tu montes d'un niveau, tu gagnes plus de stats. Donc si tu veux vraiment opti, il faut faire le jeu au niveau 1, débloquer cette habilité et après bouffer tout le monde en fait. Et du coup, je me faisais des délires juste à essayer d'avoir des persos maximisés à 100%, ce qui prend des plombes. Mais c'était rigolo. Le 9 aussi, le 9 c'était un grand classique aussi. Moi, c'était un peu moins mon style niveau DA. Par contre, niveau gameplay, il y avait des systèmes trop intéressants. Notamment, il y a un système qui est super proche de celui qu'on a repris dans Clair Obscur, qui est celui des accessoires, qui sont un peu des Lumina, où ils avaient tous leurs passifs, et après tu peux faire un peu ta popote de passifs, et faire des builds complètement craqués. Du coup, t'arrives à la fin, le boss, il avait même pas le temps de jouer, tu le défonçais. Et c'était super agréable. Et niveau DA, je trouve que c'était super osé ce qu'ils ont fait, où c'était un peu une espèce d'adaptation du pixel art, qui était pas réaliste, mais qui était plus avec des proportions... un peu cartoony, un peu à la Miyazaki quelque part, dans les proportions des têtes, des corps et tout ça, qui donnait un charme de ouf. Enfin, c'est un des classiques, trop bien quoi. Et Bibi, meilleur caractère, évidemment. Ah, ça on peut en parler, Legend of Dragoon. Mais pas comme les gens pensent qu'on puisse en parler, puisque mon histoire avec ce jeu, c'est tout le monde depuis la sortie de Clair Obscur me dit « Mais c'est comme Legend of Dragoon ». Et moi, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je ne l'ai jamais eu. En fait, je le voyais dans les magazines. Du coup, on avait un peu le choix entre ça et Final Fantasy. Du coup, on prenait Final Fantasy. Mais il y a un système aussi de QTE sur les attaques. Donc, tu peux faire des combos comme ça, qui est très similaire à ce qui se fait dans Clair Obscur. Mais tout le monde me dit « Ce système est repris de Legend of Dragoon ». Toi, tu n'y as jamais joué? Vraiment, je ne savais pas. Et depuis, t'as pas voulu l'essayer après la sortie? Si, j'ai essayé du coup. En fait, j'ai essayé même pendant le développement, parce qu'il y a des gens de l'équipe qui en avaient parlé aussi. Et j'ai regardé, j'ai fait oui, c'est assez similaire, parce que t'as ce truc de QTE dans les attaques, mais qui est plus central chez eux que chez nous. Chez nous, c'est un peu plus simple, slash optionnel. Mais je le ferai un jour, parce que du coup, tout le monde me dit de le faire. Faut juste que je trouve le temps. C'était une inspiration non volontaire, quelque part. Bon, on a vite fait parler des jeux de combat, mais voilà, moi c'était lui auquel j'ai beaucoup joué. Tekken 3. Bon, nous, on voulait débloquer Gon. Parce que Gon, c'était le petit dragon. Il est exceptionnellement stylé. Mais en fait, on pouvait y jouer que chez mon cousin, celui-là. Du coup, on y allait tous les étés. Il habitait à Marseille. Et on avait peut-être 3 heures à chaque fois de Tekken par été pour essayer de débloquer Gon. Du coup, quand on est arrivé, on était prêts. On avait lu tous les magazines. On s'est dit, ok, c'est bon, on sait comment on débloque Gon. On y va. Et on l'a débloqué une fois. Bon, du coup, on a pu jouer avec lui genre 3 minutes. Mais on était super heureux parce qu'on a pu jouer. D'ailleurs, il était un peu nul. Il y a un deuxième perso qui était mon préféré, qui était Yoshimitsu, qui a une épée dans sa main. On n'a jamais compris comment donner un coup d'épée. Et vraiment, on était petits et ça nous rendait complètement ouf. Et vraiment, en fait, il fait que taper avec ses poings en tenant son épée comme ça ou ses pieds comme ça. On dit putain, mais tu tapes avec ton épée. Et on n'avait jamais compris. Oh putain, vache. Theme Park World, j'avais complètement oublié ce jeu. On l'avait sur PC et on l'avait saigné dans tous les sens. C'était un jeu de gestion de parc.
où tu ouvres ton parc et t'essaies de le faire tenir, de gagner de la thune, de maintenir les gens heureux. Et tu pouvais faire un peu n'importe quoi. Et surtout, tu pouvais tester tes attractions en première personne. On n'avait jamais réussi à aller très loin parce qu'on était vraiment très 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 nuls. Mais trop kiffant comme jeu de gestion. Ah oui. Ah non. Non, je confonds. C'est pas ça du tout. Pour savoir Art of Darkness. Pas du tout. Pas du tout, c'est The Guardian of Darkness. Je ne connais pas ce jeu. Mais non, Art of Darkness, je sais pas s'il est là, mais c'était un des gros jeux de mon enfance aussi, qui a été fait en France. C'était un jeu d'un garçon avec un pistolet électrique qui était exceptionnellement beau et stylé. Et The Guardian of Darkness, du coup, je recommande aussi énormément. On joue visiblement un moine exorciste détenteur de la puissance physique ancestrale. Ah ouais. Qui ne va pas être moine avec la puissance physique ancestrale? Nier 1 et 2. Alors je sais que tout le monde préfère Automata, mais moi je préfère Nier 1. Parce que j'ai commencé par Nier 1 et c'est comme ça que j'ai... Non, j'ai pas découvert Yoko Taro comme ça en fait. Yoko Taro, j'ai découvert avec Drakengard. Drakengard auquel personne n'a joué, qui était sur PS2. Et moi j'ai fait le 1, le 2 et le 3. Je crois que le 2 c'est pas lui. Mais qui étaient des jeux ultra bizarres, ultra marquants. C'était des espèces de RPG de Dark Fantasy où tu jouais... c'était un peu la Dynasty Warriors, mais t'avais aussi ton dragon. Donc ça c'était trop cool, mais le gameplay, franchement c'était pas ouf. Mais l'histoire et l'ambiance, c'était du Yoko Taro déjà, mais en mode dark. Enfin, c'était n'importe quoi. T'avais... je sais plus, t'avais une histoire d'un prêtre pédophile qui était dans ton équipe, et tu te dis, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Et enfin, l'histoire what the fuck, j'avoue, j'avais genre 12 ans, je comprenais rien, je me disais, quoi? Mais c'était déjà l'esprit fou de Yoko Taro, qu'on retrouve après dans les Nier. Et du coup, Nier, qui est la suite de Drakengard, alors je crois que c'est dans le canon. Et Drakengard 3, pardon, faut que j'en parle. J'en ai parlé d'ailleurs, Yoko Taro. C'est le boss le plus traumatisant de toute ma vie, le boss de fin de Drakengard 3, pour la true ending, parce qu'en gros, c'est un jeu de rythme. T'as fait tout le jeu, t'as monté ton stuff, t'es niveau 10 milliards, tu défonces tout le monde, t'arrives sur le boss de fin, ça devient un jeu de rythme, donc déjà toutes tes stats, on en a plus rien à foutre. Et c'est des espèces de cercles qui sortent d'une statue géante autour de laquelle il faut danser. Et c'est un jeu de rythme. En gros, il faut imaginer Guitar Hero, mais sans les notes qui défilent. Okay. C'est impossible. C'est impossible. En plus, c'est genre, à la fin, la dernière note, l'écran est full noir, donc tu penses que t'as fini, tu poses la manette, et en fait, t'as encore une note qui arrive et qui te chope forcément. J'y ai passé, sans déconner, je pense 1 semaine et demie, tous les soirs, à essayer de le faire. Quand j'y suis arrivé, c'était le meilleur moment de ma vie, mais c'était un des boss les plus infâmes mais je pense que c'est le boss pour moi le plus infâme de l'histoire du jeu vidéo, mais qui était trop bien. Et d'ailleurs, il m'avait dit que c'était fait pour pas être battu, ce boss. Ah, c'est vrai? Tellement c'était impossible. Ils l'ont construit de façon à ce que personne ne puisse le gagner. Voilà. C'est un jeu qu'on peut pas gagner, sauf que tu passes une semaine et demie, tous les heures de ta vie, et qu'à la fin, t'y arrives. Mais ça va, c'était sadique. Nier 1 qui était trop bien, qui m'a bien fait chialer aussi. C'est là par contre j'ai découvert les musiques de Keiichi Okabe, qui sont parmi mes musiques préférées du jeu vidéo aussi, qui étaient exceptionnelles. Et juste, ça fait partie de ces moments de gaming un peu forts. Au début t'arrives dans un village et t'entends une guitare et quelqu'un qui chante, et tu dis c'est trop stylé, c'est trop beau. Et tu te balades dans le village et en fait tu te rends compte que c'est spatialisé et tu dis ah mais attends, en fait si je me rapproche de là, c'est plus fort. En fait tu balades dans le village et tu vois, je crois que c'est Devola, qui joue de la guitare et qui chante, et juste tu te poses et tu t'écoutes et tu dis c'est incroyable. Et t'as joué 5 minutes. Bon, il y a des chara-design, je suis pas hyper fan, mais globalement niveau histoire, niveau émotion, c'est du génie. Et qui a été repris dans Nier Automata du coup, avec je trouve un meilleur chara-design et une histoire qui est pour moi super poignante. J'ai été plus prise par celle de Nier. Peut-être parce que Nier Automata se rapproche beaucoup de lui, du coup j'avais plus l'impression de connaître. Et niveau gameplay, par contre, Nier Automata est bien supérieur, je trouve. Parce que ça a été fait par Platinum Games, le gameplay. Et c'est de la bombe. Vous me dites si on doit accélérer, hein. Ça fait longtemps quand même. J'essaie de focus que les principaux. Je vais faire le plus important du coup. Évidemment, bon, tout ça, Bloodborne, on arrive à la quintessence. La quintessence pour moi, lui, qui est pas forcément le choix le plus populaire, Demon's Souls, qui est du coup le premier de la série des Souls, et le premier gros jeu de Miyazaki du coup. Je me rappelle, c'était mon frère qui l'avait acheté. Personne connaissait. Mon frère a commencé à dire c'est nul. Et moi j'ai commencé, je fais mais c'est du génie. Ça pour moi c'est un vrai jeu d'auteur aussi. C'est un jeu qui assume des choix ultra forts et ultra pertinents, et du coup le jeu dans sa globalité, et tu sens vraiment la vision. Quelqu'un essaie de te parler derrière, quoi. Ultra dur, ultra impossible à comprendre. T'avais des mécaniques, notamment le système de tendance de monde, où en gros, le monde, il était plus tendance blanche ou noire,
C'était pas indiqué dans la UI, hein. Fallait aller sur internet pour essayer de comprendre ça. C'est un jeu où si t'as pas de guide, t'es paumé du début à la fin, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc. Maintenant tout le monde a un peu l'habitude de la formule Souls, mais à l'époque, en plus Demon's Souls c'est un peu différent, personne connaissait rien, donc vraiment tu commençais ce jeu, tu sais qu'est-ce que c'est que cet ovni, et juste essayer de comprendre c'est quoi le jeu de base, pourquoi c'est impossible, pourquoi je me fais défoncer par tout ce qui bouge et que le premier ennemi dans la map il me démonte, et en fait essayer de comprendre ça, comment ça marche, comment il faut jouer, les mystères, les trucs de tendance de monde, pourquoi je suis envahi par... est-ce que c'est du online, est-ce que c'est pas du online, je comprends rien. En fait j'ai vraiment l'impression d'être tout seul, avec un esprit fou en face, et essayer de le comprendre. Et dire, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi dès que je fais 2 pas, je meurs dans ce jeu, ce n'est pas logique. Et en fait, quand tu comprends que c'est comme ça que t'es censé apprendre et recommencer, en fait, c'est un peu un vieux jeu dans une couche de jeu moderne, quoi. Parce que tu prends les très vieux jeux sur arcade, en fait, tu recommençais à la chaîne, tu remettais une pièce, et là, c'est un peu ça, mais sous un... Bon, techniquement, c'était pas hyper avancé à l'époque, mais c'était une couche un peu triple A, quoi. Et du coup, il y a un truc qui, dans l'esprit de tout le monde, était là, ça ne marche pas, ça ne peut pas s'imbriquer. Et en fait, c'est une des plus grandes séries de jeux vidéo de tous les temps, donc ça s'est imbriqué. Le plus intéressant, c'est Dark Souls 2, parce que lui, il divise plus, parce que c'est pas Miyazaki qui était à la tête, et qui est assez différent des autres, en termes de level design et de tout. Mais moi, je le dis ici, j'ai adoré Dark Souls 2. Il a énormément de défauts, notamment le placement des ennemis, parfois il y en a 200 fois trop, et la difficulté est pas toujours faire. Mais le jeu reste trop bien, il y a des builds vraiment trop cool à faire. Moi, je l'ai beaucoup aimé, parce qu'après Demon's Souls, à passer genre 1000 heures et 1000 heures sur Demon's Souls et Dark Souls 2, j'avais encore eu ce renouveau, parce que c'était pas fait par la même personne, du coup il y a un truc très différent. Alors Dark Souls 3 qui est sorti après, en fait j'ai mis genre 1 an et demi avant de vraiment le commencer, parce que j'avais l'impression d'être vidé de Souls, j'avais juste beaucoup trop joué. Alors je trouve que le 2 avait un peu renouvelé le truc. Et oui, après toute la série des Souls, globalement, Bloodborne, pour moi c'est une des meilleures directions artistiques de tous les temps, c'est magnifique, alors, tu te prends des claques toutes les 3 secondes, c'est du victorien exceptionnel. Sekiro, un des meilleurs systèmes de combat de tous les temps. Premier jour je me suis mis à le speedrun tellement j'étais accro à juste Paris, Elden Ring exceptionnel aussi. Voilà quoi, tout ce que fait Miyazaki de toute façon c'est de l'or. Enfin c'est ouf que je trouve autant de jeux, ils aient fait sans faute quoi. Dark Souls, ça a été inspirant pour beaucoup de jeux. Est-ce que en tête, t'as d'autres franchises comme ça ou d'autres jeux où en fait, c'était tellement fort que forcément ça a été une inspiration pour beaucoup de studios? Bah là au niveau open world, Breath of the Wild, hein. Quand il est sorti, mais tous les studios qui faisaient de l'open world étaient en mode il faut faire ce que fait Breath of the Wild parce qu'ils ont compris. Et c'est ça qui a fait que ça a autant marché. C'était aussi exceptionnel. Après d'autres exemples comme ça, bah, je pense en vrai c'est bête, mais Devil May Cry 1, les contrôles et la façon de se déplacer, de comment la caméra est placée, de comment on joue un jeu d'action en 3D bien. Bah, je pense que c'était le blueprint de beaucoup de jeux d'action après, c'est ce que le directeur de God of War disait aussi. Ils sont arrivés, ils ont dit ok, les jeux d'action en 3D c'est ça. Tout le monde a fait ok, vous avez raison, parce que c'était exceptionnel, et que jusque-là, les jeux d'action, même sur PS1, ils avaient, bah après les moyens techniques étaient différents évidemment, mais n'avaient pas réussi à transcrire le dynamisme de la 2D en un système 3D qui marche vraiment bien quoi. Il y avait des jeux d'action, mais c'était plus simpliste. Devil May Cry, ils ont apporté un côté très technique qu'on avait dans la 2D vers la 3D, et qui se traduit encore aujourd'hui. Ouais. Devil May Cry, pour moi, c'est un jeu de baston 2D, traduit en 3D, mais avec la complexité d'un jeu de baston 2D. Et c'est pour ça que ça me parle, quoi. Ah, Lost Planet. Lost Planet, un des jeux Capcom, et que j'avais acheté, qui est pour moi, dans ma tête, mais j'ai pas rejoué, le jeu le plus dur du monde entier, où il y avait des missions où t'avais littéralement 9000 ennemis sur toi, et t'avais juste un vieux pistolet, et il fallait en plus les viser dans leurs espèces de boules oranges. C'était impossible. Et c'est pas compliqué. En plus, j'étais assez vieux, je sais pas, j'avais alors 16 ans. Je pense pas que j'étais super nul. Mais ce jeu était impossible. Et tu passais ton temps à t'enfuir de 9000 bestioles qui te couraient après, et t'essayais juste d'arriver à l'objectif en courant sans mourir. Mais je ne comprends pas que tu pouvais pas te battre dans le jeu. T'étais seul face à 2 milliards de trucs. Peut-être qu'il y a un truc que j'avais pas compris, j'ai pas rechecké depuis, mais dans ma tête, c'est le jeu le plus dur de l'histoire. Ah! Oui. Ni no Kuni, un des très grands RPG, fait en collaboration avec le studio Ghibli, qui était fait par Level 5, et une DA Ghibli-esque, qui marche trop bien. Encore aujourd'hui, le jeu est trop beau. Il y a le 1, il y a le 2 aussi, le 2 qui est très bien aussi. Et il y a une world map. Les world maps, pour les fans de JRPG, ils savent que c'est la grande map qui lie en gros les niveaux entre eux. Et je pense que Ni no Kuni 2, c'était peut-être la dernière vraie world map stylée dans un JRPG, de mémoire. Mais j'aimais trop ça, enfin, c'est vraiment un JRPG à l'ancienne. Pour tous les gens qui aiment Final Fantasy, franchement c'est du bonbon. Il y a des niveaux, l'histoire est trop cool, hyper prenante, il y a beaucoup de moments avec des émotions vraiment fortes. Les musiques sont trop bien, enfin tout est trop bien dans le jeu. Vraiment, si vous aimez les JRPG, jouez à Ni no Kuni. Je crois qu'il est dispo sur PC en plus maintenant, donc il n'y a pas d'excuse. Oh, bah on en parlait. Voilà, un jeu Saint Seiya, j'ai pas joué. Mais à chaque fois dans les magazines, les jeux Saint Seiya, tout le monde disait que c'était vraiment pas ouf. J'ai pas joué, mais... Je crois que j'ai joué à celui-là. Ah ouais? Ça me parle. C'est bien? PlayStation 2. Non.
Ouais. Ouais, mais c'est dommage, quoi. Il y a tellement de trucs à faire sur un jeu vidéo Senseiya. Si seulement il y avait un game director fan de Senseiya quelque part dans le monde, ça aiderait. Je pense peut-être devant nous, non? Un des meilleurs jeux de tous les temps. Hop. Final Fantasy X/X2. Bon, je préfère le 10 au 10-2 très largement. En fait, le gameplay est super cool. L'histoire, faut la prendre comme elle est. C'est bon. C'est un peu plus kitschoun, c'est un peu plus marrant, en fait, c'est beaucoup plus léger que FF10 qui est beaucoup plus dramatique. Faut juste pas le prendre en mode c'est vraiment du Final Fantasy X, quoi. Et Final Fantasy X, par contre, bah, un des meilleurs jeux de tous les temps, hein, enfin, clairement. Donc, quand on me demande mon Final Fantasy préféré, c'est soit le 8, soit le 10. Et le 8, il y a une valeur nostalgique qui est super forte, mais si j'ai un Final Fantasy à recommander, c'est le 10. Parce qu'aujourd'hui, il joue encore super bien. L'histoire, à chaque fois que je le refais, je chiale à la fin. Mais genre, c'est 100%. Pourtant, je la connais par cœur, je sais exactement cette scène, je l'ai déjà vue sur YouTube 18 fois. Et pourtant, à chaque fois, l'émotion, ça tape. Les scènes sont hyper justes. Il y a la scène du rire de Tidus dans laquelle tout le monde se fout. Et quand j'étais petit, déjà, ça m'énervait. Parce que les gens avaient rien compris à cette scène, alors que c'est une des meilleures scènes du jeu vidéo. Je trouve ça trop beau. Le gameplay est ouf. Le late game est trop bien avec les chimères noires. On peut passer des dizaines d'heures à taper le même mob dans le moment d'entraînement juste pour compléter le sphérié. Mais c'est trop bien parce qu'au final, t'arrives sur les chimères noires et t'y arrives. Ça, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, tout simplement. Si vous avez aimé Clair Obscur et que vous avez passé Final Fantasy X, eh ben, je vous recommande de commencer par lui. Est-ce que toi, t'as envie de créer une franchise un peu comme ça, d'avoir des trucs de suite et tout, que ce soit pour Clair Obscur ou pour un autre? C'est la question, hein. Moi, j'ai envie de faire des jeux, c'est tout. On verra. T'as remporté le GOTY et beaucoup de trophées. Moi, j'étais pas tout seul, hein, mais oui. Qu'est-ce que vous ressentez, ne serait-ce que ça? Bah, nous, on est heureux, hein. On est sur un peu notre meilleure timeline, où il se passe que des trucs de fou. Mais je pense que ça nous dépasse encore complètement. Typiquement, les Game Awards, j'avais l'impression d'être un third person. En fait, je voyais mon corps faire des trucs, mais j'étais pas dedans, j'étais un peu en dissociation totale. Et j'ai l'impression d'être en dissociation depuis le lancement du jeu, donc quand ça va se reconnecter, je pense que je vais exploser. Et je pense que c'est le cas de pas mal de monde dans le studio, quoi. En fait, on a une team qui est tellement soudée et tellement cool, en fait, entre nous, où c'est vraiment l'ambiance, c'est un peu bande de potes qui font un jeu. Ça nous permet de rester vraiment les pieds sur terre, de rester concentrés sur ce qui est important pour nous. On en parle beaucoup entre nous et on s'accompagne là-dessus, quoi. Donc, en vrai, là, aujourd'hui, on prend juste ça comme une chance de ouf. Le studio, maintenant, il est sécurisé. Enfin, on est tous super heureux de faire ce qu'on fait. On va juste refaire ce qui nous a fait kiffer, en fait. Nous, on a passé 5 années où je pense que globalement, l'équipe de dev, enfin, on était tous trop heureux de bosser ensemble, c'est trop bien passé. Et de refaire ça, en fait, dans notre petite antre à Montpellier, en fait, c'est ça qu'on kiffe. Et c'est ça que les gens kiffent aussi, donc pourquoi changer? Et je pense qu'il y avait un peu ce truc de pression qu'on peut se mettre si psychologiquement on part à droite ou à gauche, de se dire on va faire plus gros, on va faire grossir le studio, parce que les attentes sont plus grosses, du coup on va faire grossir, et on arrive sur des jeux qui au final, personnellement, je ne joue pas parce que je n'aime pas ça. Donc en fait on va rester, on va faire des jeux qui nous font kiffer, et si ça suit, tant mieux, si ça suit pas, tant pis. Et puis, tu sais déjà que le prochain jeu, il va moins plaire parce que... J'en sais rien en fait, et je m'en fous un peu. C'est bizarre à dire, mais... Le premier jeu, on l'a pas fait pour plaire en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Donc le prochain jeu, on fera aussi des décisions drastiques et peut-être ça va pas plaire. Bon c'est la vie. Les gens, s'ils nous suivent ou pas, c'est leur décision. Mais c'est comme ça qu'on voit la suite, quoi. Et je pense que c'est la manière saine d'aborder le truc en tout cas. Si on veut pas être écrasé sous la pression. Bon après, si on vend 0 copies, on aura quand même des problèmes, mais normalement ça ira. Ah bah il est là, le GOAT. Voilà, jeu non populaire que personne n'a aimé, Devil May Cry 2. C'est lui. Ah oui, par contre, Lucia, ça c'est quand même un drame. Parce que déjà Dante, c'était la version la plus stylée de Dante. Donc ça, elle a jamais été reprise, c'est dommage. Et Lucia, du coup, qui s'est retrouvée au milieu de ça, qui était le deuxième personnage jouable, qui était trop stylé. Genre son design, moi j'ai mis, mais en fait tous les persos sont trop stylés. Vu qu'elle était dans un jeu pas ouf, on l'a plus jamais revu. C'est triste. Genre quoi, les GTA, Red Dead et tout, c'est pareil, tu prends pas? Ah ouais, non, c'est pas ma cam, mais du tout. Pour moi, GTA, en gros, je m'amuse une demi-heure, j'y vais, je fais tous les cheat codes pour avoir les hélicoptères, je tue tout le monde, je me fais défoncer par la police, et j'arrête. Mais je sais pas, j'accroche pas, je m'ennuie. Donc là, GTA 6 qui arrive? Je suis peut-être la seule personne au monde où ça... En fait, techniquement, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire quand même, parce que au niveau budget, déjà, c'est n'importe quoi. Mais je sais que c'est pas un jeu qui va me faire vibrer. Je pense que tu parles de Devil May Cry, qui est pas le nom le plus facile à dire. Clair Obscur Expédition 33. Ouais. C'est pas le nom le plus... Ah, c'est relou, hein. On hésitait entre Clair Obscur et Expédition 33, on a dit on met les deux. On l'a dit, mais pour nous, Clair Obscur, on le voit plus comme le nom de la franchise. Expédition 33, c'est une des histoires qu'on veut raconter, mais c'est l'idée. T'es pas dit, peut-être pour l'exporter, c'est peut-être plus compliqué? Si. Surtout Kepler, notre éditeur, quand on est arrivé avec ça, ils ont fait Who is Claire and why is she obscure? On a fait bon, on part de loin.
Moi, ça me tenait beaucoup à cœur parce que c'était très symbolique de beaucoup de choses, soit dans le jeu ou en dehors. Je voulais clair-obscur. Puis le mot est beau, je trouve, clair-obscur. D'ailleurs, les Japonais, ils se foutaient de nous à la sortie. Ouais. Parce qu'ils pouvaient pas dire le nom, du coup, ils appelaient ça Nantako 33, je crois. Bon, ça veut dire genre n'importe quoi 33, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire le nom. Ce qui est une belle revanche sur la vie après tous les JRPG au nom incompréhensible. Typiquement Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2. Ah, tu maîtrises, hein. Wow. Mais c'est 33 ans d'expérience dans les titres de JRPG. J'ai une question aussi, rien à voir, mais je crois que... En fait, je ne sais pas si tu en as déjà parlé ou pas. Dans votre... chez Sunfold, quel usage vous en faites ou pas? Est-ce qu'il y a un code ou pas? Nous, là, notre vision, c'est toute la partie créative, non. Parce que c'est... je trouve que ça prend un peu la joie de faire les trucs créatifs. Donc, pourquoi changer? Nous, on a tellement kiffé faire notre premier jeu que... on va faire pareil, quoi. Et les artistes qui sont à Sunfold, ils aiment dessiner, ils aiment faire de la 3D, donc on continue comme ça, quoi. Et après, pour tout ce qui est, administration, même code en soi, ça dépend de comment... En fait, c'est dur de dire comment l'industrie va évoluer. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que la façon dont on kiffe faire des jeux, c'est créé, donc on continue comme ça, quoi. Donc vous l'appréhendez avec pas mal de recul et de sérénité. Ouais. Ça fait... Je pense que tout le monde a un peu peur, hein, quand même, vers où ça peut évoluer. Tu vois, là... La vidéo, déjà, ça fait peur de tout ce qui est en train de se passer, de trucs qui tiennent de mieux en mieux. Les jeux vidéo, on est encore un peu protégé du fait que techniquement, c'est quand même autre chose. Mais ça va arriver un jour, quoi, je pense. De pouvoir cracher un jeu en 5 secondes avec un prompt, est-ce que ce sera un bon jeu? J'espère que non. Mais je pense que tout le monde se posait la question de dire si ça fait un peu peur. Mais en tout cas, pour le moment, nous, et c'est là que je suis content aussi d'être arrivé avant, c'est que on est un studio qui est sécurisé, donc même si on fait pas les choses de manière optimale, on s'en fout. Il y a Dark Chronicle que je vois là qui est très bien aussi. Non mais forcément déjà... En fait, déjà c'est trop bien cette émission, je viens de le dire. Il y a tellement de jeux que j'ai envie de parler, mais bon, je vais pas y rester 8 heures non plus. Déjà, je pense qu'on est resté trop longtemps. Mais non, c'est trop bien, mais je pense qu'il y a un des messages du jeu qui est For Those Who Come After et Learn from the Ones Who Came Before. Et là, c'est un peu le temple de ça, quoi. C'est tous ces... Enfin, Clair-Obscur n'existerait pas sans tous ces jeux-là qui sont inspirés les uns les autres et qui ont construit sur l'héritage, que ce soit au niveau gameplay, histoire, musique, tout se construit les uns sur les autres. Je trouve ça émouvant de revoir tout ça au même endroit. C'est un peu un musée pour moi, c'est même pas un magasin. Enfin, moi, une de mes plus grandes fiertés en tant que créateur, c'est de me dire que de participer aussi à cet héritage global du jeu vidéo qui va inspirer d'autres gens et d'autres gens qui vont refaire des trucs qui vont moi me inspirer et qu'on construit tout ça en tant que collectif industriel. On était Those Who Come After et il y en aura d'autres après nous et c'est trop cool. D'ailleurs, tu as déjà des projets ou pas avec Sunfold pour les prochaines années? Oui, oui. Je peux vous en dire que ça va être très très bien. Voilà. On en parlera quand on sera prêt. C'est quoi? Oh non! Oups. Ok. Ah!